Bonjour les amis, merci d'être avec moi dans la matinée Étienne sur Twitch. Pop, c'est tous les jours, on est en vacances, on est en Corse et alors on a le setup, c'est tous les matins et Dieu sait s'il y a de l'actualité en ce mois de juillet. Nous sommes le mercredi 8 juillet 2026, très heureux de vous retrouver pour la matinée Étienne, pour la revue de presse. Ça va faire bientôt 6 ans à ce rythme-là, hein, qu'on fait ça. Merci à ceux qui sont avec moi sur Twitch ce matin, qui ont eu le droit à la petite intro d'une demi-heure comme d'habitude. Merci à ceux qui nous rejoignent sur YouTube pour le replay de cette revue de presse. Merci à nos amis qui nous écoutent en podcast audio. On vous aime. Alors évidemment, on va beaucoup parler de Marine Le Pen. Aujourd'hui, ce matin, ce mercredi, donc candidate à la présidentielle, je commence par un petit sommaire. On en a déjà parlé hier, parce que hier matin, on se penchait sur ce qui pouvait se passer à l'occasion de cette décision de la justice en appel, la cour d'appel. Ensuite, en début d'après-midi, on s'est penché sur le jugement, hein, qui a provoqué beaucoup de surprises quand même, parce qu'ils n'étaient pas très nombreux, ceux qui pensaient que la justice allait rendre un jugement qui allait permettre peut-être à Marine Le Pen, hier après-midi, de se présenter à la présidentielle. Et on a fait un troisième stream en fin de journée, tout ça vous l'avez en replay, consacré au react de l'intervention de Marine Le Pen, de son interview de Marine Le Pen aux 20h de TF1. Voilà. Donc, ce matin, une étape de plus, le regard des journaux sur cette candidature, puisque hier soir, vous le savez, Marine Le Pen a annoncé sa candidature, sa 4e candidature d'affilée à la présidentielle, ce qui soulève évidemment plein de questions qu'on va évoquer ce matin. On va commencer avec l'humanité. L'humanité très en forme, l'humanité comme galvanisée par l'actualité en ce moment autour de l'extrême droite. Ils font des unes assez incroyables avec une DA qui est assez intéressante. L'UMA se dévergonde un peu, je dirais. L'UMA qui est un journal un peu carré, un peu sérieux, qui est pas tant que ça dans les jeux de mots. Et il y a un petit côté de libé dans l'UMA en ce moment qui est assez intéressant. En cavale présidentielle, estime l'humanité propos de Marine Le Pen. Marine Le Pen candidate à l'Élysée malgré sa nouvelle condamnation, condamnée en première instance, condamnée en appel. L'élu d'extrême droite compte sur un pourvoi suspensif, on va expliquer tout ça dans le détail, et l'allégeance de Bardella pour se lancer à la conquête du pouvoir. Je commence avec l'UMA parce que tout simplement le papier de l'UMA résume bien ce qui s'est passé. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce qui s'est passé hier, vous avez un article assez clair, assez didactique, pédagogique pour nous expliquer ce qui s'est passé. Après, on passera au Parisien. Un pourvoi, beaucoup de questions. Ce pourvoi en cassation assez surprenant de Marine Le Pen, dont on a compris après qu'en fait, elle faisait un pourvoi en cassation pour suspendre la peine de bracelet électronique et pouvoir faire campagne sans bracelet. Donc, cela pose beaucoup de questions, des questions d'ordre juridique, judiciaire. Elles sont notamment évoquées par le Parisien ici. Et puis, évidemment, on pourrait donner la parole aux politiques, les réactions. Alors, à l'extrême droite, ils sont très contents. Et puis, dans d'autres partis, ça crie, ça dénonce, ça dit mais comment est-ce possible qu'une femme politique puisse être candidate à la présidentielle alors qu'elle est condamnée, alors qu'elle a un casier, alors qu'elle aura peut-être un bracelet à la cheville, etc. Hein, et bon, très bien. Bon, chacun est un petit peu dans sa partition. Bon, je trouve intéressant d'aller voir ce que le Parisien appelle un expert. C'est un politologue qui s'appelle... comment il s'appelle déjà Jérôme Fourquet, toujours intéressant, voilà, et qui parle quand même d'une situation inédite et hors norme. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de la Ve République, hein, pour aller au plus court, une situation comme ça, quoi. Voilà. Ensuite, on finira avec le Huffington Post, en conclusion à ce dossier Marine Le Pen ce matin, ouais, qui estime quand même, je trouve que l'analyse est juste, c'est pour ça que je partage avec vous cet article du Huffington Post, qui estime quand même que cette candidature de Marine Le Pen est une énorme prise de risque pour Marine Le Pen, pour même les chances du RN d'accéder au pouvoir et à l'Élysée. Parce que ça va être une campagne compliquée, avec le bracelet, le risque du bracelet qui pèse au-dessus de sa tête, parce qu'elle n'est pas maître de son destin, parce que la justice a encore son mot à dire, notamment avec la décision de la Cour de cassation. Et donc, il peut se passer des choses qu'elle ne maîtrise pas, Marine Le Pen, et ne pas maîtriser des choses aussi importantes que ça quand on se lance dans une campagne. Le Huffington Post nous dit que c'est une énorme prise de risque. Voilà, je vous dirai ce que j'en pense tout à l'heure, à la fin de ce dossier. Je vous dirai ce que j'aurais fait, moi, si j'avais été Marine Le Pen.
Le bracelet de Damoclès, exactement. En quelque sorte. Bien joué. Bien joué. Voilà. Ensuite, je me suis dit, tiens, bon, on va changer un petit peu parce que ça va, en ce moment, on parle beaucoup de l'extrême droite, beaucoup du RN et de Marine Le Pen, donc je change complètement de sujet, puisqu'on parlera d'immigration. Quel humour! Non, il y avait un article intéressant ce matin dans Le Monde d'un monsieur qui s'appelle Éric Albert et qui dit le vrai problème de l'immigration, c'est la désinformation. Le mec a écrit un article assez sérieux en disant mais en fait, sur l'immigration, on raconte n'importe quoi. On évoque des concepts, des chiffres qui n'ont aucun sens, voilà. Et le gars dit avant de parler d'immigration, peut-être qu'il faudrait savoir de quoi on parle. Voilà. Je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir ce regard ce matin. Voilà. Bon, on n'oublie pas qu'il fait chaud, on n'oublie pas. Alors je sais qu'on va finir par s'habituer. Je sais qu'à un moment, dans un futur proche, quand on sera à la 200e canicule de l'année, on n'en parlera plus. Hein. Voilà. On dirait, oh, il fait chaud. Hein. Oh, ah bah si on avait su. Ah mais qui aurait pu prévoir? C'est dommage qu'il y a quelques années, on n'ait pas commencé à faire des choses quand même. Bon, voilà. Vite fait, au café. Bon, voilà. Donc là, depuis janvier, ce n'est que la 3e canicule. Donc j'aimerais qu'on ne s'habitue pas trop vite quand même. Voilà. Le Monde en parle ce matin de cette 3e canicule. Il y a eu celle de mai, il y a eu celle de fin juin. Voici celle de ce début de mois de juillet. Un petit point avec Le Monde sur cette canicule à la durée inconnue. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Salut Olivier! Voilà. Provoqué par un anticyclone au large du Portugal et des îles Britanniques. De toute façon, c'est toujours la faute des Britanniques. Moi, ça fait longtemps que je le dis. Hein. Ça fait longtemps que je le dis. Hein. Le 3e épisode caniculaire de l'année s'annonce intense, jusqu'à 40 degrés et durable. Il n'y a pas tant d'articles que ça ce matin sur la canicule. Vous savez pourquoi? Parce que on est en train de s'habituer. Alors pas à la chaleur, hein, on va toujours crever. Hein. Mais voilà, ça y est. Bon, on s'est raté, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Voilà. Donc il y a un article dans Le Monde ce matin. Et puis la masturbation, donc. Voilà, donc je le fais sans transition parce que je vois pas quelle transition je peux trouver là-dessus. En fin de semaine dernière, dans le Monde du week-end, j'ai trouvé un dossier qui m'a un peu interpellé. Donc je me suis dit, est-ce que je le partage pas? Est-ce que je leur en parle? Est-ce que je leur en parle pas? C'est un dossier sur la masturbation qui dit il n'y a pas de mal à se faire du bien. Regardez depuis des siècles avec suspicion la masturbation et cette forme de jouissance, oui, qui permet d'aller au plus près de ses désirs. Ouais. Il fait chaud d'un coup? Non, c'est un sujet. C'est un sujet. C'est pas ça, là. Hein. C'est la nature. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. Souvent nourrie de pornographie, elle est aujourd'hui attisée par les technologies de l'intime. Voilà. Et alors, j'ai lu ce dossier plusieurs fois parce que j'ai hésité à vous le proposer. Est-ce qu'on apprend des choses? Qu'est-ce que nous dit ce sujet? En gros, ce sujet, il nous dit que la masturbation, c'est bien. Voilà. Ça rend pas sourd. C'est ce comme on pouvait le dire à une époque aux ados. Arrête, bordel! Ça rend pas sourd. Et c'est bon pour le corps, pour l'esprit. Ce n'est pas... Voilà. Féminine ou masculine? Les deux, bien sûr, chouchou. Tu crois quoi ici? Hein? Voilà. Donc on parlera de ça. Voilà. Et moi, président de la République, eh bien, je lance... Voilà. Plutôt que les conneries là qu'on entend là. Moi, président de la République, je lancerai une grande campagne de santé publique. Voilà. Pour promouvoir la masturbation. Voilà. Parce que le français se plaint. Le français est grognon. Le français se plaint sans arrêt, alors qu'il est quand même l'un des peuples les mieux lotis au monde, hein, et que la misère tape à sa porte. Mais il est jamais content. Et puis c'était mieux avant. Et puis c'est la merde. Et puis puis les politiques. Et puis voilà. Mais branlez-vous en fait. Hein, ce sera le thème de cette campagne de santé publique. Mais branlez-vous en fait un moment. Hein. Détendez-vous. Voilà. Donc, je le ferai pour le moral du pays. Voilà. Voilà, donc une petite campagne de santé publique, d'information pour communiquer sur le sujet. Voilà, et puis peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il faut imaginer des dispositifs, peut-être pour, non pas pour inciter, mais pour faciliter peut-être l'acte. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas, tiens, comme ça, moi je suis quelqu'un que, vous savez que j'essaie de trouver des idées pour améliorer la situation dans notre pays. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer dans les entreprises des
Des petites box, des petites box, hein, oui, alors des branloirs, je ne l'appellerais pas comme ça, je trouve que le mot n'est pas très joli. Branlodrome, non, pas trop non plus. Des petites pièces dédiées, salle de branlette, ça, c'est pas très joli non plus. La branlebox, hein, je sais pas. Non, je suis pas sûr. La pause pougnette, ouais, non. Ouais. Des salles communes, non, 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 non. Calmons-nous, calmons-nous. Voilà. Peut-être moi, je propose la Mastubox. Hein. La Mastubox. Voilà. Non, pas Mastubox, comme notre ami Mastu. Voilà. Voilà. Et puis, voilà, et pourquoi qu'est-ce que ça pourrait produire? Bah, peut-être des salariés plus apaisés, des salariés plus apaisés, tu vois, entre deux dossiers compliqués. Hein. Voilà. Les palais d'Aphrodite. Voilà. Donc voilà, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, je savais que ce sujet vous plairait. Bande d'obsédés, de toute façon, je vous connais. Voilà. Voilà, exactement. Et les patrons ne pourront plus dire que les salariés n'en branlent pas une. Exactement. C'est une très bonne remarque. Poum, je te remercie pour ce mot, pour ce jeu. Voilà. Fun fact, le premier pseudo de Mastu, c'était Batman. Oui, oui, oui. C'était Mastu Batman. Non, Mastur Batman. Ouais, c'est ça, oui, oui, il me l'avait dit, ouais. Mastu, ça vient de là, ouais. Puis après, il l'a raccourci parce que en termes d'OP, c'était compliqué. C'était compliqué. Il me disait qu'il y avait des marques qui voulaient pas venir vers lui à cause de ça. Et d'ailleurs, il m'a confié, je sais pas s'il l'a dit sur MVP ou s'il me l'a dit comme ça de pote à pote, il m'a confié aussi qu'aujourd'hui encore, il y avait des marques qui n'allaient pas vers lui à cause de ce pseudo, ouais. Mastu, ouais. Hmm. Soufiane, ça vole haut. Ça n'est pas sale, mon Soufiane. N'aie pas honte de ton corps. Hein. N'aie pas honte de ton corps, Soufiane. C'est la nature, c'est la santé, c'est l'humanité. Hein. N'aie pas honte de ton corps. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour la revue de presse, bande de chouchous? Ce serait ton anniv, joyeux anniversaire? Non, c'est pas mon anniv. Non, non. Mais merci, par contre, merci Yann Maé pour le soutien, ça c'est gentil. Merci Damos, merci Solberg, vous êtes incroyable. Merci Naoli Mira. Merci Corazon. Mais c'est quoi tous ces subs que je n'ai pas vus? Merci pour ton message qui est adorable. Ah, c'est Tommy qui t'a amené ici? Ça me fait bien plaisir. Ok, vous êtes prêts? Toujours prêts? Eh ben, let's go. Tu te présentes en 2030 pour faire barrage à l'extrême droite? Bah non, la présidentielle c'est 2027, c'est pas 2030. Non, c'est 2027 ma candidature. Allez, c'est parti. Alors. Bon, et on va partager deux infos avec nos amis de YouTube qu'on va mettre en avant dans des highlights. On va mettre Marine Le Pen, bien sûr, un gros dossier, et puis le dernier sujet là sur l'onanisme, hein, qui est le mot un peu littéraire pour parler de ce sujet. C'est parti, le sommaire passe sur la première actu. Let's go. Amis de YouTube, vous êtes dans la matinée Étienne, la grande revue de presse sur Twitch, tous les matins, voilà. Mais avec les amis de Twitch qui vous saluent, qui vous embrassent, qui vous saluent, qui vous embrassent, je crois que je l'ai déjà dit 2 fois, ne vieillissez pas, hein, la vieillesse c'est un naufrage. On s'est dit qu'on partagerait bien avec vous quand même cette information capitale, essentielle, qui est essentielle dans la vie politique de notre pays, qui est ô combien importante dans la perspective de la présidentielle, qui est le fait que Marine Le Pen, hier soir, à 20h, dans le 20h de TF1, a donc annoncé sa candidature à la présidentielle. Alors hier, ça s'est fait en 3 temps. Hier matin, on a fait une revue de presse pour parler de cette décision de justice qui allait tomber l'après-midi à la cour d'appel, voilà, sur l'argent européen détourné au profit du RN. Condamnation en première instance. On s'est penché en début d'après-midi sur cette condamnation en appel, puisqu'elle a de nouveau été reconnue coupable, Marine Le Pen, avec d'autres membres du RN, et à nouveau condamnée, mais avec une justice qui a choisi de laisser la main à Marine Le Pen. C'est-à-dire que si elle voulait se présenter à la présidentielle, elle pouvait le faire. Voilà. Avec une peine d'inéligibilité qui était en partie
qui était couverte par ce qu'elle avait déjà fait en première instance, de manière provisoire, et donc elle pouvait se présenter avec un bracelet électronique. Et là, le trou de souris, qui, à mon sens, était attendu par Marine Le Pen, c'était mon analyse depuis très longtemps, il est apparu, il s'est ouvert, et Marine Le Pen, à 20h, s'est engouffrée dans ce trou de souris et a annoncé quelque chose que beaucoup pensaient impossible il y a encore quelques temps. Hein. Il y a eu beaucoup d'observateurs de la vie politique, beaucoup d'électeurs, beaucoup de politiques qui pensaient qu'on partait sur un plan B, on partait sur un plan Bardella. Voilà. Et moi, j'étais de ceux qui, depuis des mois, disaient attention, la politique, la justice, on ne sait pas quelle décision de justice va tomber, on ne sait pas, on n'est pas dans la tête de Marine Le Pen. Moi, je vous dis qu'il y a un monde où Marine Le Pen sera peut-être la candidate. Et c'est allé jusqu'à un pari, je fais rarement des paris, des pronostics, mais hier après-midi, je vous ai dit, écoutez, moi je fais le pari que, malgré le fait qu'elle a dit pourtant sur LCI quelques jours auparavant qu'elle ne fera pas de campagne présidentielle avec un bracelet électronique, j'ai fait le pari hier après-midi, je lui ai dit, écoutez, je me gourre peut-être, mais moi je pressens qu'à 20h, elle annonce sa candidature. Bingo! Parce que l'élection présidentielle, c'est l'alpha et l'oméga de la vie politique de notre 5e République. Voilà. C'est ce dont rêvent tous les hommes et les femmes politiques qui font carrière dans notre métier, dans notre pays. Et une femme comme Marine Le Pen qui a dédié sa vie à ce combat-là, en héritant d'un parti qui s'appelait le FN, qui est devenu le RN. Eh bien, pourquoi c'est devenu tout noir ? Reviens, Marine Le Pen, elle est là. Eh bien, moi, je faisais le pari que Marine Le Pen allait finalement s'asseoir sur cette promesse de ne pas faire campagne avec un bracelet, en disant, voilà, moi j'avais pré-shot en mode au nom de l'intérêt du parti, de la France. Finalement, elle n'a pas eu ces grands mots-là, mais elle y est allée. Il y a eu par contre une surprise que je n'avais pas pré-shot parce que je suis un peu l'actualité politique, mais je ne suis pas juriste. Il y a quand même un truc hier soir qui m'a surpris, c'est quand, avant d'annoncer sa candidature, elle a beaucoup parlé de la Cour de cassation. Mais je ne voyais pas pourquoi. Je me dis, mais quel intérêt ? Quel intérêt de saisir la Cour de cassation, enfin de former un pourvoi auprès de la Cour de cassation par Marine Le Pen, alors que, en gros, bingo, elle a gagné, le trou de souris s'est ouvert, elle peut y aller avec un bracelet, mais bon, son électorat s'en fout de toute façon. Pourquoi elle forme un pourvoi auprès de la Cour de cassation ? Déjà, je ne comprenais pas au début, mais pourquoi elle parle de ça ? C'est le parquet éventuellement qui peut faire former un pourvoi pour espérer qu'elle soit condamnée à une peine plus sévère. Et puis j'ai compris après. Quand Marine Le Pen a annoncé à 20h que, avec ce pourvoi, eh bien cela suspendait le bracelet électronique. Et donc qu'elle pouvait, selon elle, il y a un débat juridique, elle pouvait, selon elle, faire campagne sans bracelet électronique, puisque le pourvoi en cassation, en matière pénale, est suspensif. Voilà. Donc on va se pencher sur tout ça. Ce matin, je vous ai fait un petit résumé. Alors il y a la une de l'Humanité en cavale présidentielle. Voilà. Sacré l'humain. Hein, ils sont très en forme. Marine Le Pen candidate à l'Élysée malgré sa nouvelle condamnation. L'élu d'extrême droite compte sur un pourvoi suspensif, c'est ce que je vous expliquais. Et l'allégeance de Bardella pour se lancer à la conquête du pouvoir. Le chat fuse de questions. Et si la Cour de cassation refuse le pourvoi, hein, et si la Cour de cassation accepte le pourvoi, et qu'est-ce qui se passe Mais je vais vous dire. Mais on est au début de la revue de presse. Lisons l'édito pour commencer de l'Humanité, signé Maude Vergnol. L'édito, on va rappeler, c'est un article où le journaliste donne son avis. Imagine-t-on une candidate, écrit Maude Vergnol, à la fonction suprême, faire campagne fraîchement condamnée en appel ? Elle est coquine Maude, parce qu'elle connaît la réponse à cette question. Ce sera une première dans l'histoire de la Ve République, une première qui dit beaucoup de la décrépitude de notre démocratie. C'est la première fois, ça n'est jamais arrivé. En annonçant ce pouvoir en cassation, Marine Le Pen a donc choisi d'enjamber la case prison, en l'occurrence le port du bracelet électronique, puisque à la base c'est une peine de prison ferme d'1 an, hein, qui va pouvoir se faire en peine alternative de bracelet électronique, mais à la base elle est condamnée à 1 an de prison ferme. Le Pen a donc choisi d'enjamber la case prison pour se lancer pour la 4e fois à l'assaut de l'Élysée. La délinquante en col blanc part cette fois lestée d'un sacré boulet au pied. L'arrêt rendu par la Cour d'appel, bien plus clément que les 5 ans d'inéligibilité réclamés par le parquet général, et par la peine de première instance aussi, complique désormais le récit de l'acharnement du système. Le parti d'extrême droite a dû réécrire à la hâte le récit qu'il avait prévu de nous dire, de nous lire, hein,
celle d'une candidate naturelle, empêchée par les juges rouges, les juges gauchistes, par une décision politique. Voilà. Il n'est pas impossible que les plus surpris de la décision de la Cour d'appel hier, ça a été justement les membres du RN. Lors de son passage à TF1, hier soir, la candidate aux mains sales a forcé le trait d'une stature présidentielle apaisée. Voilà. Marine Le Pen a visiblement jugé plus supportable le boulet de la condamnation que de regarder depuis les gradins l'ascension d'un successeur susceptible de lui échapper. Moi, c'était mon analyse. Quand je vous ai dit hier après-midi, moi je pense que Marine Le Pen va y aller. C'est-à-dire que, effectivement, la campagne va être compliquée. Effectivement, plane sur elle la menace de faire campagne avec un bracelet. Plane sur elle également la réponse que la Cour de cassation va faire à sa demande de pourvoi. Donc c'est quand même une présidentielle avec beaucoup d'inconnus. Hein. Mais je trouve que cela ne pèse pas grand-chose par rapport à l'ambition. Par rapport à l'ambition, au désir du pouvoir qui anime toute personnalité politique, et notamment de pouvoir concourir à l'élection suprême, l'élection présidentielle, et d'accéder peut-être à cette fonction suprême. Voilà. Donc, elle a dit, bon, Bardella, c'est moi. Pousse-toi, c'est moi. De toute façon, c'est ma place naturelle. Bardella aurait sans doute été moins redoutable, c'est ce que disaient beaucoup d'adversaires du RN. Ses récentes prises de position en faveur d'un report de l'âge légal de départ à la retraite, ses déclarations d'amour au grand patronat, son idylle avec une descendante bling-bling des rois de France, auraient pu détourner une partie de l'électorat populaire du RN. Le programme reste le même, les dangers qu'il représente intacts, les difficultés de l'adversaire ne font jamais à elles seules les victoires de demain, d'autant que la stratégie de la cassation a un autre mérite pour la candidate d'extrême droite, continuer de saturer l'espace médiatique avec ce feuilleton judiciaire interminable. Voilà. Alors lisons l'article de l'UMA qui a le mérite de rappeler un petit peu tous les éléments de cette affaire, résumée par l'UMA. Voilà. Pour ceux qui ont raté les épisodes de ces dernières heures, vous avez tout ici. Hydratation, déglutition, et c'est parti. Le jour même de sa condamnation en appel pour détournement de fonds publics, Marine Le Pen déclare sa candidature à la présidentielle. Une femme politique reconnue par 2 fois, coupable d'avoir faussé le jeu démocratique en volant l'argent du Parlement européen au profit du développement de son parti, de son propre parti, est favorite pour accéder au pouvoir dans moins d'1 an. Son pouvoir en cassation devrait lui permettre de faire campagne sans bracelet électronique, du moins en attente de la décision de la haute juridiction, qui devrait avoir lieu avant le scrutin. Et ça, on va en parler dans un instant. Si Marine Le Pen a pu mardi soir sur TF1 déclarer sa candidature, c'est que la Cour d'appel de Paris, qui a rendu quelques heures plus tôt sa décision dans l'affaire des assistants parlementaires des eurodéputés FN puis RN, a été plus clémente que le tribunal correctionnel en première instance. Marine Le Pen écope donc de 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme, peine aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, c'est le vrai nom de ce qu'on appelle le bracelet électronique, ainsi que 100 000 € d'amende et 45 mois d'inéligibilité. 45 mois, vous me dites, du coup, elle n'est pas éligible, dont 30 avec sursis. Il en reste 15. Or, ces 15 mois d'inéligibilité ne débutent pas ce 7 juillet, mais le 31 mars 2025, jour de sa première condamnation par le tribunal correctionnel, puisque celui-ci avait prononcé l'exécution provisoire. Ironiquement, c'est la décision d'exécution provisoire du tribunal de première instance qui fait que Marine Le Pen aujourd'hui peut se présenter. En choisissant cette durée d'inéligibilité peu habituelle, tout en ajoutant une peine ferme sous bracelet électronique, compliquant sérieusement une campagne électorale, la Cour d'appel a laissé à Marine Le Pen la responsabilité en fait de se présenter ou non. Ça, c'est intéressant. La présidente de la Cour d'appel, Michèle Agy, a d'ailleurs directement justifié cette décision en évoquant la liberté du choix des électeurs. Voilà. Annihilant de ce fait les critiques attendues sur une justice politique, une justice orientée, qui prive des millions d'électeurs de leur candidate, comme l'avait dénoncé Marine Le Pen en mars 2025. Donc, l'UMA revient sur l'annonce de Marine Le Pen aussi hier en début d'interview par Gilles Boulot qu'elle va se pourvoir en cassation. Voilà. Et selon elle, ce pourvoi
va suspendre la peine de bracelet électronique. Je la cite, ce pourvoi suspend la peine. Je ne ferai donc pas campagne avec un bracelet électronique, ce qui lui permet de respecter la promesse qu'elle avait faite sur LCI il y a quelques jours. Moi, je ne veux pas faire de campagne sous bracelet électronique. Mais, s'interroge l'humanité, a-t-elle réellement le droit d'être candidate? Un doute subsiste chez les juristes. Pour plusieurs d'entre eux, qui s'appuient sur une jurisprudence de 93, un pourvoi devant la Cour de cassation suspendrait certes la peine infligée en appel, mais alors s'appliquerait la peine prononcée en première instance. Voilà. Et donc on reviendrait aux 5 ans d'inéligibilité. Et donc Marine Le Pen ne peut pas se présenter à la présidentielle. Alors je ne sais pas comment va être tranché ce truc. Voilà. Marine Le Pen a une lecture de ça. Certains juristes ne sont pas d'accord. Pour Marine Le Pen, ça ne fait pas de doute. Ils se trompent, ces juristes. Hein. Je n'ai aucun doute, ma peine d'inéligibilité est purgée. Hein. Alors je veux aller au bout des voies de recours qui me sont offertes pour prouver mon innocence. Mardi, la Cour d'appel a bien précisé que cette décision infirmait le jugement de première instance, ce qui tendrait à aller dans le sens de Marine Le Pen. Toutefois, si Marine Le Pen est bien éligible, considérons effectivement que le pourvoi est, que le pourvoi ne renvoie pas à la décision de première instance, voilà, et ne fait que suspendre la décision en appel, vous suivez toujours, voilà, et que donc elle est bien éligible, son pari paraît malgré tout risqué. En effet, en décembre dernier, la Cour de cassation a indiqué qu'en cas de pourvoi, elle tâcherait de rendre sa décision avant la fin de l'année 2026. Voilà. Donc on parle de décembre ou on parle de janvier 2027. La Cour de cassation qui a promis de rendre sa décision vite. 2 options sont encore possibles. La moins probable serait que la haute juridiction, qui ne juge pas sur le fond, on le rappelle, mais uniquement en droit, hein, et qui doit dire si dans la décision de la Cour d'appel, le droit a été bien dit, a été respecté, alors, hypothèse la moins probable selon l'UMA, la Cour de cassation casse la décision prononcée en appel et renvoie vers une autre cour d'appel, puisque la Cour de cassation ne peut pas, elle, émettre un jugement, une décision, et ne peut que renvoyer vers une autre cour d'appel. Donc il y a un nouveau procès. Dans ce cas, quand aurait lieu ce nouveau procès? Potentiellement en plein cœur de la présidentielle. Voilà. Donc en gros, pour résumer, on va se projeter tout à l'heure, il y a plein d'autres articles, regardez, un pouvoir, beaucoup de questions, parce que c'est la question qui est au cœur de notre histoire là. Il y a 2 possibilités avec la Cour de cassation. Ou la Cour de cassation fin décembre, début janvier confirme la décision en appel qui a été faite hier. Dans ce cas-là, Marine Le Pen pourrait être obligée, si la Cour de cassation rend sa décision rapidement et si le juge d'application des peines fait preuve de célérité, Marine Le Pen pourrait, à partir de décembre ou de janvier, si la justice est un petit peu rapide, lui mettre le bracelet, puisque le pourvoi ne serait plus suspensif. D'accord ? Donc on pourrait imaginer que Marine Le Pen finisse les derniers mois de sa campagne avec un bracelet. Parce qu'en termes d'image et de praticité, ce serait un peu compliqué pour elle. Est-ce que ça aura une incidence sur le vote? Ça, des Français, je ne sais pas. Deuxième hypothèse, la Cour de cassation annule le jugement en appel et il y a un deuxième procès en appel, mais pourra-t-il se tenir avant la présidentielle? Sans doute pas. Sans doute pas. Je vois mal en termes de délai comment ce serait possible. Et dans ce cas, si elle était élue présidente de la République, comme le président ou la présidente de la République est irresponsable devant la justice, elle ne peut pas être poursuivie, ne peut pas être condamnée, eh bien ce procès en appel ne pourrait se tenir qu'après son mandat. Voilà. C'est les 2 hypothèses, en tout cas pour ce qui est la Cour de cassation. Voilà. Je m'arrête un petit peu pour répondre à certaines des questions et on enchaîne. C'est une dinguerie. Bah, en tout cas, c'est du jamais vu. Alors, attendez.
En tant que présidente, elle peut se gracier. Je sais pas. Ça, c'est un truc qu'il faudrait. De toute façon, une fois qu'elle est présidente, elle est protégée. Donc, elle peut se gracier pour le futur. Peut-être, c'est un truc qu'il faudrait creuser un petit peu. Mais en tout cas, elle ne sera pas empêchée d'être présidente, quoi. Alors, j'ai une question de Foxort dont j'ai pas la réponse et j'aime bien ne pas avoir la réponse. Et qui me dit, mais si la cassation casse l'appel, du coup, euh, l'inéligibilité de 5 ans décidée en première instance s'applique à nouveau, donc elle n'est pas éligible, à moins que le fait qu'il y ait un nouveau procès en appel rend suspensif le... Non, Darkat Miniature me dit non. Mm. Salut Silmarine, je comprends pas tous les mots que tu... La phrase n'est pas très claire. Essaye de réécrire. Je comprends pas ce que tu veux dire. Mais n'hésite pas à reformuler. Tiens, peut-être qu'on va avoir la réponse à nos questions dans un deuxième article qui est du Parisien, regardez, qui est vraiment sur cette question. Voilà. Regardez le titre. Un pourvoi en cassation, beaucoup de questions. Peut-être que le Parisien va nous dire des choses. C'est ici, petit article. Le cas Marine Le Pen sera peut-être un jour au programme des étudiants en droit. Ce mardi soir sur TF1, la chef de file du RN a annoncé qu'elle allait se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. Jusqu'ici, ok, on a toutes les infos. Il ne s'agira pas de rejuger l'affaire sur le fond, mais de vérifier que les magistrats ont correctement appliqué la loi, ce qui est la fonction de la Cour de casse. De nombreux prévenus, dont Marine Le Pen, estiment que l'article 432-15 du Code pénal, celui qui réprime le détournement de fonds publics, ne s'applique pas au cas d'espèce. Voilà. C'est sa ligne de défense depuis le début. Leurs avocats soutiennent qu'un député européen n'est pas une personne chargée d'une mission de service public et que les fonds européens ne peuvent pas être considérés comme des fonds publics. Donc du coup, on a le droit d'utiliser les fonds européens pour faire ce qu'on veut avec. Or, alors c'est pas l'avis des juges puisqu'elle a été condamnée 2 fois. Or, ces arguments, déjà soulevés et rejetés en première instance, ont à nouveau été balayés par la Cour d'appel au terme d'une analyse juridique extrêmement poussée qui s'étale sur 11 des 341 pages de l'arrêt. En désaccord avec ce raisonnement, Marine Le Pen entend soumettre ce point à la Cour de cassation. Reste à déterminer les conséquences de ce pourvoi, c'est la question qu'on se pose. Par nature, il est suspensif. En matière pénale, il l'est. En théorie, il met donc sur pause l'arrêt de la Cour d'appel et retarde l'échéance du port du bracelet électronique. Jusqu'ici, on est d'accord. Ce qui donnerait donc de l'oxygène à une Marine Le Pen débarrassée de l'obstacle de l'inéligibilité par la grâce de la décision rendue hier. Jusqu'ici, on est OK. Or, l'affaire n'est pas si simple. Ah, ça y est, ça se complique. Or, l'affaire n'est pas si simple et un débat très pointu agite les juristes. Certains considèrent que les dispositions relatives à l'exécution provisoire de l'inéligibilité prononcée en première instance, 5 ans, redeviendraient exécutoires en cas de pourvoi. C'est ce qu'on a vu dans l'article de l'Humanité. Ils se trompent, affirme Marine Le Pen, sûre d'elle. Logiquement, le jugement de première instance n'est plus applicable, mais les jurisprudences isolées laissent planer le doute, ça n'est pas réellement tranché, avance un magistrat. Mais qui va trancher ce débat dans les prochains jours? J'aimerais bien le savoir, moi. Bon. Quid enfin d'un rejet du pourvoi par la Cour de casse, parce que la Cour de cassation peut rejeter le pourvoi de Marine Le Pen. Cette hypothèse étant statistiquement la plus probable, dans ce cas-là, c'est le jugement en appel qui s'applique. Nous verrons. Alors, là, quelle est la réponse de Marine Le Pen? Parce que je crois que Gilles Boulot, qui a fait une excellente interview hier soir sur TF1, Gilles Boulot lui a posé la question, mais si la Cour de cassation rejette votre pourvoi, et donc que s'applique le jugement en appel, c'est le bracelet électronique? Voilà. Nous verrons, a répondu Marine Le Pen. Voilà. La Cour de cassation avait annoncé qu'elle se prononcerait d'ici à la fin de l'année pour ne pas perturber le processus électoral, donc fin décembre, début janvier. Voilà. Certaines voix soulignent que les prévenus pourraient trouver les moyens de jouer la montre. Oui, oui, très bonne interview, c'est vrai. Elle ratera sa campagne le jour où on lui mettra le bracelet, mais bien sûr que non, Cyril. Bien sûr que non. Imaginons qu'elle sache, Marine Le Pen, que de toute façon, elle va devoir le mettre. On va dire dans la deuxième partie de la campagne sera lancée. Et puis, elle en fera quelque chose à son avantage. Hein. Elle plaidera le système contre elle, le système contre le parti, le système qui essaye de l'empêcher. Voilà.
Et puis sa campagne sera lancée. Mm. Ils veulent nous faire taire. Voilà. C'est quoi la date d'audition de cour de casse? Fin décembre, début janvier à peu près, a priori. Tout le monde part du principe que la cour de casse va instruire alors qu'il est très probable qu'elle rejette le pourvoi. Scouty, le Parisien, vient de nous dire au contraire que la solution, l'hypothèse la plus probable, c'est justement que la cour de cassation n'instruise pas. T'as pas dû écouter ce passage. Je vous lis. On enchaîne? On enchaîne avec le regard d'un. Alors, le Parisien dit expert, ça veut rien dire. D'un politologue qui nous dit quand même que cette histoire est. Alors, je sais pas si on peut dire abracadabrantesque, comme Jacques Chirac avait pu le dire à une époque, paraphrasant Rimbaud d'ailleurs, je crois. Mais il dit quand même que c'est une situation inédite et hors norme. Le monsieur s'appelle Jérôme Fourquet, dans le Parisien toujours. Il est directeur du département opinion et stratégie de l'IFOP. Voilà. Et il analyse tout ce qui s'est passé. Marine Le Pen candidate malgré sa condamnation en appel, est-ce que cette décision va être comprise par ses électeurs? Bon, je dirais oui. Oui, dit Jérôme Fourquet. L'électorat du RN se vit depuis longtemps comme étant victime d'un système politico-médiatico-judiciaire, a fortiori depuis le début de cette procédure, qui vise à empêcher de leur point de vue l'accession au pouvoir de Marine Le Pen. Donc ça, c'est pas un problème. Le fait qu'elle ait été condamnée une deuxième fois, le fait que peut-être qu'elle porte un bracelet électronique, ne va pas faire trembler la main de l'électeur RN au moment de glisser son bulletin de vote dans l'isoloir. De quoi cela laisse-t-il présager? On est là devant une situation inédite, totalement hors norme. Il est difficile d'en prévoir les développements, pour autant nous avons déjà quelques indices sur le comportement des électeurs. Je veux parler de l'élection municipale à Perpignan au printemps dernier, où le maire RN sortant, Louis Alliot, lui-même condamné à l'époque dans cette même affaire, a été réélu dès le premier tour. Vous avez, sur le comportement à venir des électeurs RN, vous avez déjà des indices. C'est intéressant. Juste avant le scrutin, on avait interrogé les électeurs dans la perspective d'une confirmation de la condamnation en appel, et 78% des électeurs potentiels d'Alliot disaient que ça n'aurait aucune incidence sur leur choix. 12% que ça les inciterait encore davantage à voter pour lui. Certains s'interrogent ici dans le chat, mais est-ce que la condamnation de Marine Le Pen une deuxième fois, est-ce que le bracelet électronique, ça ne va pas réduire son potentiel électoral? Certains pensent que ça va l'augmenter. Attends mon cœur. Tu voulais venir? Parce que là, je suis sur une fin. Est-ce que tu... Attends. Il me reste... Tu veux revenir dans 5 minutes? Ouais, mais c'est surtout pour ton tas. D'accord, mon cœur. Parce que là, je suis au milieu d'un dossier. Tu vas faire du code? Ouais. Incroyable. Regarde, j'adore. Trop chou. Malo, c'est un codeur. C'est un dev. Qu'est-ce que tu dis? T'es gentil. Malo, 9 ans en vacances, amener son matos et ça va coder. Voilà. Eh oui, eh oui, eh oui. Oui, mon cœur. Hein? 9 ans, oui, t'as 9 ans. T'auras 10 ans à la fin du mois d'août. Petit chou. Va. Il code quoi? Il code du jeu vidéo. Voilà. Bon, il a commencé à... C'est sa première ou sa deuxième année? Il prend des cours de code. Puis il fait des petits trucs. Voilà. Donc je reviens à notre histoire. Voilà, donc c'est inédit, c'est hors norme. Donc voilà, alors je disais à l'instant, la condamnation et le bracelet électronique, non seulement peut-être que ça ne va pas réduire le vote Marine Le Pen, mais peut-être que ça va le renforcer. Elle avait aussi l'option de laisser le champ libre à Jordan Bardella. Voilà. Et moi, je vous en parlerai ça à la toute fin du dossier, je vous dirai ce que j'en pense. Elle avait aussi l'option de laisser le champ libre à Bardella. Rien ne l'obligeait hier à
annoncer sa candidature. Elle pouvait tout à fait, même avec ce petit trou de souris que lui laissait la justice, dire bon écoutez, les circonstances sont quand même compliquées, une campagne sous bracelet, c'est pas idéal, je l'ai déjà dit. Donc l'important c'est la victoire de mes idées, l'important c'est la victoire du RN et je me range derrière Bardella, let's go quoi. On en parlera tout à l'heure. Mais elle l'a pas fait. Pourquoi ? 3 éléments peuvent éclairer cette décision. Le premier, c'est de conserver une cohérence avec la ligne de défense judiciaire qui est la sienne depuis le début de cette affaire. Puisque depuis le début de cette affaire, elle dit qu'elle est innocente. Donc ça c'est cohérent de dire, puisque je suis innocente, je me présente. Notamment en disant qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel. Et que ce désaccord sur l'interprétation des textes légitime un pourvoi en cassation. Deuxième élément très important, c'est d'envoyer la preuve de sa totale détermination. Et le message subliminal derrière, c'est de montrer qu'il faut que le pays soit doté à sa barre de quelqu'un qui a la capacité de maintenir le cap dans la force des vents. C'est compliqué, on veut m'empêcher, voilà, la campagne va être compliquée. Et alors, voilà, droit dans mes bottes, droit à la barre. Je parle de la barre du bateau, hein, bien sûr, le gouvernail. Voilà. Et donc voilà, c'est quelqu'un comme ça qu'il faut à la tête de notre pays. Puis le troisième élément, c'est celui d'incarner une véritable alternative. Pour elle, c'est au peuple français de trancher. Il manque un quatrième élément, c'est l'ambition. C'est l'ambition politique. C'est à un moment, voilà, l'idée qu'elle soit en mesure, au regard du tableau politique actuel, aujourd'hui, mercredi 8 juillet 2026, le premier tour, c'est pas tout de suite. Voilà. Comprenez bien que pour un homme ou une femme politique en France, l'Élysée, c'est le but ultime, quoi. C'est le but ultime. Et le cinquième élément ? Alors le cinquième élément, non. Ça, c'est Multipass. C'est la diva qui chante en bleu, là. C'est Luc Besson, donc ça n'a rien à voir. Va-t-elle pouvoir faire campagne dans ces circonstances ? Il y a bien évidemment des munitions toutes trouvées pour ses opposants. Ils vont pas se gêner. Hein. Ce bruit de fond va revenir en permanence et on peut penser que partout où elle ira, elle sera accueillie par des cortèges de gens tambourinant sur des casseroles. Bon, je suis même pas sûr. Hein. Mais quelque part, elle s'y préparait. Et c'est plus dur avec elle que si ça avait... Quoi ? C'est plus dur avec elle que si ça avait été Bardella ? Quoi ? Je comprends pas la phrase. C'est plus dur avec elle que si ça avait été Bardella ? Ah ! Est-ce que la campagne n'aurait pas été plus facile si Bardella avait été le candidat ? Ok. On voyait dans les dernières intentions de vote de l'IFOP qu'il faisait mieux qu'elle en termes de potentiel électoral. Il était légèrement au-dessus. Mais cela s'expliquait sans doute par le fait qu'une partie des électeurs avait intégré qu'elle ne serait pas candidate. Là, on repart sur des bases totalement différentes. Elle va jouer à fond le tandem avec Bardella. Il n'a pas trop de choix. Hein. Il n'a pas trop de choix. C'est assez inédit dans la vie politique française de faire campagne main dans la main avec son futur Premier ministre. Vous allez voir les sondages dans les prochains jours, là. Les premiers sondages post-annonce de Marine Le Pen, moi, je vous fiche mon billet que Marine Le Pen ne va pas baisser dans les sondages, mais moi, je dirais plutôt monter. Est-ce que la campagne commence vraiment maintenant ? Elle avait déjà commencé. Hein, Édouard Philippe est lancé, Gabriel Attal aussi, Mélenchon évidemment. Voilà. Mais là, c'est un moment tout à fait majeur avec un parti qui se présente en ordre de marche avec un tandem à sa tête. Voilà. Le parallèle est frappant avec Jean-Luc Mélenchon qui s'est lancé avec une formule qui consiste à dire que chez lui, il y a un programme, un candidat, une équipe et donc que l'armée est en marche avec son général et une stratégie claire. Au RN, c'est pareil. On voit donc deux machines très fortement polarisantes qui sont lancées à pleine vitesse quand les autres formations politiques s'écharpent encore sur les modalités de désignation et de départage. Je vous lis après cette analyse de monsieur Jérôme Fourquet. Il y a trop de messages. Alors, tous les messages sont intéressants. J'essaie de lire ceux qui posent des questions, notamment quand je n'ai pas les réponses. Ah oui, zéro ambition personnelle. Oui, je crois que Marine Le Pen a dit ça hier, ouais. Sugar en parle. J'ai rêvé ou hier moi, j'explique notamment cette candidature par le fait que voilà, c'est normal. Hein, c'est une question d'ambition politique. Comment jeter la pierre
un politique qui, à un moment, se dit que le poste il est potentiellement, où il est, pas potentiellement, où il est le plus en situation pour changer les choses pour son pays en appliquant son programme et ses idées, c'est la présidentielle. Voilà. Effectivement, Marine Le Pen a dit hier qu'elle n'avait, ouais, vous me rappelez les propos, aucune ambition personnelle. Bon, ça, évidemment, c'est une énorme blague. Tout politique qui se présente à la présidentielle et qui à un moment dit mais je le fais pas pour moi, il n'y a aucune ambition personnelle là-dedans. Je vous lis. Intéressant cette question de Martoni. Bonjour, Bardella et Le Pen n'ont-ils pas des différences de vision sur quelques parties du programme, notamment sur les retraites? Est-ce qu'ils arriveront à se mettre d'accord? Ah ben c'est tranché ça. Bardella ces derniers temps avait émis quelques bémols, quelques idées perso sur le programme, sur les retraites par exemple, qui n'est pas le même que Marine Le Pen, sur son rapport aux entreprises, aux patrons, sur d'autres sujets comme cela, mais c'est terminé. Maintenant, la patronne, c'est plus que jamais, c'est Marine Le Pen. Le programme qu'elle va proposer, on pouvait estimer qu'au sein du RN, il y avait presque deux programmes, sur certains points qui diffèrent sur certains points, pas sur l'essentiel. Rappelons qu'au cœur du logiciel RN, il y a surtout la question de l'immigration. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de différences d'analyse entre Bardella et Marine Le Pen là-dessus. Mais sur d'autres points, effectivement, il y avait quelques différences. Maintenant, le projet qui va s'appliquer, c'est celui de Marine Le Pen. Bardella, c'est le Premier ministre, c'est l'exécutant. Fin du débat. Fin de la liberté. Il y a même un monde où, parce que vraiment, maintenant ça va être la patronne du bousin, il y a un monde où s'il y a des petits dérapages, des petites erreurs de com, le fameux Grand Prix de Monaco avec des people au moment de la marche blanche de Liana et la réponse le lendemain en disant « Ah, mais des marches blanches, il y en a toujours, arrêtez voilà. Ou encore le... qu'est-ce qui avait été... Oui, ou encore le... Où est-ce qu'il avait été un petit peu en porte-à-faux aussi récemment, ou la question des retraites. Là, il y a un monde même où elle le recadre. Voilà. N'oublions pas que le Premier ministre est nommé par le président et démis par le Premier ministre. Donc maintenant, il va être aux ordres. Hein, il n'a plus le choix. Fini la liberté. Il n'y a plus de débat, quoi. Allez, on finit avec le HuffPost. Pourquoi? Parce que je trouve que le HuffPost résume bien un petit peu là où on en est aujourd'hui. Et je vous dirai finalement mon sentiment, moi, sur cette histoire à la toute fin. Voilà. Le HuffPost qui nous dit que Marine Le Pen, quand même, elle prend un risque. Et elle prend un risque que le HuffPost estime énorme. Marine Le Pen, candidate à la présidentielle 2027, une prise de risque énorme aux allures de coûte que coûte. En refusant de prendre acte de sa condamnation, puisqu'elle a de nouveau été reconnue coupable, et de laisser Bardella prendre la suite, ce qui était possible, elle aurait pu décider ça, la leader du RN fait peser des risques conséquents sur son parti. Elle préfère l'épée de Damoclès, le risque judiciaire qui pèse quand même sur sa campagne à compter d'aujourd'hui, qu'on a évoqué déjà, au plan B. Marine Le Pen a indiqué hier briguer le suffrage des Français en 2027 malgré sa nouvelle condamnation quelques heures plus tôt dans l'affaire des assistants parlementaires du FN et du RN. Voilà. Qu'importe si la Cour d'appel de Paris l'a reconnu coupable de détournement de fonds publics, comme en première instance, qu'importe si les magistrats ont prononcé à son encontre une nouvelle peine d'inéligibilité, certes purgée à ce jour, ainsi qu'une peine de 3 ans de prison dont un an ferme aménageable sous bracelet électronique, qu'importe si son image ressort malgré tout abîmée de cette saga judiciaire interminable, qu'il a dépeinte en délinquante coupable de faits graves, c'est ce qu'a dit la Cour d'appel, la voilà en piste pour un nouveau tour de piste, sa 4e candidature. Comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation et que le pourvoi en cassation suspend les effets de l'arrêt, je ferai donc campagne sans bracelet électronique. Bon, ça on verra. Ce qui va se passer à partir de janvier. Voilà. Et manifestement, c'est bien le choix des juges en appel de ne pas assortir cette sentence d'une mesure d'exécution immédiate qui a provoqué son changement de braquet. Désormais, il revient, et ça on l'a bien compris, au juge de la Cour de cassation de se prononcer.
Ils le feront sur le respect du droit et non sur le fond des dossiers. Des juges qui pourraient être en mesure de rendre une décision, on l'a déjà dit, fin 2026 ou début 2027, hein, selon les indices émis par le premier président de cette cour de casse, qui s'appelle Christophe Soulard. Or, si la juridiction confirme à ce moment l'arrêt de la cour d'appel, bien, dans ce cas, cet arrêt s'appliquera immédiatement, y compris la peine de prison, y compris donc le bracelet. Donc, on pourrait bien avoir Marine Le Pen, je le répète, dans la deuxième partie de la campagne avec un bracelet. Voilà. Marine Le Pen serait bien contrainte de mener ces derniers mois de campagne les plus précieux. On dit qu'une campagne présidentielle, ça se joue dans les derniers mois, sinon dans les dernières semaines, sinon dans les derniers jours. Et là, il y aura bracelet, hein, avec un bracelet électronique à la cheville, et d'entrer ainsi à l'Élysée si les Français l'élisent. Alors, quel est un bracelet en janvier? Ah si, elle aura peut-être encore le bracelet, ouais. Parce que, en gros, elle a 12 mois de bracelet. Mais elle peut demander une réduction qui pourrait aller jusqu'à 6 mois, avec des garanties de présentation, notamment au juge d'application des peines. Donc, il est probable qu'elle puisse obtenir une réduction à 6 mois. Alors, imaginons que la décision soit rendue début janvier, ça ferait janvier, février, mars, avril, mai, juin. Oui, il y a un monde où elle rentre à l'Élysée avec son bracelet. Quoique, un président ou une présidente ne peut pas être poursuivi et voit toutes les condamnations prononcées contre lui ou elle suspendues. Donc, en fait, non, elle ne peut pas rentrer à l'Élysée avec le bracelet. Au moment où elle est élue, où elle est officiellement présidente, donc après la... C'est quoi? C'est au moment de la passation de pouvoir? Non, c'est juste avant. Là, peut-être qu'elle peut l'enlever juste avant de rentrer dans la cour, quoi. Hein, peut-être qu'elle l'enlève juste avant d'entrer dans la cour. Sans nul doute. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Ah, et si la Cour de cassation lui donne raison? Et donc casse le jugement en appel et demande qu'il y ait un nouveau procès en appel. Ça, c'est la deuxième hypothèse. La moins probable, mais elle existe. Que ferait le RN si la justice lui inflige un nouveau camouflet? Alors là, sa réponse, c'est « nous verrons bien ». Alors vous allez me dire, c'est pas une réponse. C'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup d'interrogations. Si ce n'est que les Français seront juges. Un flou juridique entoure ce pourvoi, rappelle le HuffPost, notamment en cas de succès de celui-ci, c'est ce que je vous disais. Certains juristes affirment que toute la procédure ne serait pas annulée, seulement le dernier arrêt de la Cour d'appel. Conséquence, un retour aux peines de première instance et donc aux 5 ans d'inéligibilité qui lui interdisent de se présenter. Marine Le Pen dit qu'il se trompe. Donc, ok, ça fait 3 scénarios. Scénario 1, le plus probable, la Cour de casse valide le jugement de la Cour d'appel. Donc, on est sur le jugement de la Cour d'appel et on lui met le bracelet pour la fin de sa campagne. Ok. Deuxième, la Cour de casse annule le jugement en appel, estime qu'il faut un nouveau jugement en appel. Et il y a un jugement en appel qui doit se tenir, mais bon, vu les délais, il ne pourra sans doute pas se tenir avant la présidentielle, et donc elle est tranquille, si elle est élue, 5 ans. Sauf si on a une autre lecture, et ça c'est une bataille de juristes, de cette décision, qui dirait que dans l'attente de ce nouveau procès en appel, c'est la peine de première instance qui s'applique, avec la peine d'inéligibilité de 5 ans, qui fait que Marine Le Pen ne peut plus être élue. Tintin. C'est là où le HuffPost dit que Marine Le Pen prend quand même un grand risque. En annonçant sa candidature coûte que coûte, la chef de file de l'extrême droite prend également un risque politique, celui de voir la campagne de son camp ternie par les critiques sur sa probité après 2 décisions de justice particulièrement accablantes. Un comble pour un parti qui a longtemps usé et abusé de la formule « main propre, tête haute » pour mieux fustiger l'affairisme de ses concurrents. Nous on est honnête, nous on est propre, nous on a les mains propres, les autres c'est des pourris. Bon, aujourd'hui le discours il a du mal, quoi. Mais ne pas se pouvoir en cassation aurait signifié justement reconnaissance de cette culpabilité. Donc voilà pour la lecture du HuffPost. Je l'aime bien cet article parce qu'il rappelle quand même qu'au-delà de la candidature, Marine Le Pen prend un risque juridique, judiciaire, celui qu'on vient d'évoquer. C'est comme une épée de Damoclès au-dessus de ta tête, et puis un risque politique aussi avec les adversaires qui ne vont pas se gêner
pour qualifier la présidente et son parti de malhonnête. Voilà. Parce que le RN a aussi été condamné en tant que personne morale. Ce qui m'amène à mon sentiment sur cette histoire. Si Marine Le Pen, si la victoire du RN, si la victoire du RN et des idées du RN avait été l'essentiel pour Marine Le Pen, au détriment de sa personne, Marine Le Pen, hier, aurait pu décider d'un autre scénario. Elle aurait pu dire, voilà, je suis condamnée en appel, je suis innocente, mais j'ai été condamnée. D'ailleurs, je suis tellement innocente que je fais un pourvoi en cassation pour me battre jusqu'au bout pour démontrer mon innocence. Ok. Voilà. J'ai dit que je ne ferai pas campagne avec un bracelet, or on veut m'imposer un bracelet. Voilà. J'estime que la campagne qui se profile va être compliquée dans ces conditions. Voilà. Et donc, je fais le choix, malgré le fait que c'est le combat d'une vie, hein, je fais le choix de ne pas me présenter une 4e fois et je laisse la place à Jordan Bardella et je serai derrière lui à 2000%. Voilà. Là, il y avait une dynamique. Il y avait une dynamique de fou en vrai. Voilà. Elle coupait l'herbe sous le pied des critiques. Voilà. Bardella, à ce jour, lui, n'est pas condamné. Voilà. Il y a un côté d'abnégation, don, où en gros, son intérêt personnel passe au second plan. Voilà. Donc ça, c'était un scénario qui aurait pu être le sien. Sauf que ce n'est pas le scénario qu'elle a choisi. Elle a préféré le risque de l'impact politique sur la campagne, le risque d'une surprise, de mauvaise surprise judiciaire pour Marine Le Pen, et le risque de faire échouer son parti dans la conquête du pouvoir. Voilà. C'est son choix. Et maintenant, c'est aux Français de dire ce qu'ils en pensent. Je vous lis. Et après, on enchaîne avec un sujet qui n'a rien à voir, puisqu'on parlera d'immigration. Aussi, pardon, ouf. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour pour Marine Le Pen ce matin. Si jamais après cassation début 2027, ils reviennent aux 5 ans d'inéligibilité, il se passe quoi pour le RN? Est-ce qu'ils peuvent changer de candidat en pleine campagne? Ce sera trop tard. Ils peuvent changer de candidat, bien sûr. Ils peuvent finalement décider que c'est Bardella, hein, si elle est inéligible. Voilà. C'est juste qu'au niveau des signatures, ça va être compliqué parce que les signatures, elles sont nominatives, les 500 signatures. Et donc, si les 500 signatures et plus sont au nom de Marine Le Pen, il faudra retourner voir les élus pour retrouver des centaines de signatures pour Bardella. Voilà. Donc, à ce détail près, c'est possible. Je vois que j'ai répondu aux questions de certains sur ce sujet avec cette réponse. Aurait-elle jugé Bardella trop faible au point de préférer faire une partie de sa campagne en bracelet? Non, je pense que c'est une question d'ambition personnelle. Mais c'est pas une critique sur Marine Le Pen de dire qu'elle a une ambition personnelle. Voilà. Tout politique de premier plan, dans un système politique et constitutionnel qui est celui de la Ve République, rêve de la magistrature suprême, si tu veux. Donc, c'est finalement pas très très surprenant, quoi, comme décision. Je vous lis. Hello, désolé, j'étais en réunion. Possible d'avoir un petit résumé? Bien sûr, Stamfli. Point d'exclamation MLP dans le chat. C'est le petit résumé de là où on en est qu'on a écrit hier soir. T'es mal à la taille des égos des politiques. Tu ne peux pas faire ce genre de carrière, qui est quand même une carrière extrêmement compliquée, sans avoir un égo de la taille d'une piscine olympique, quoi. Ce qui est normal, ce qui est une évidence. Bardella fait un retour là-dessus? Non. Bah, il n'est pas sûr qu'il soit très heureux déjà, Bardella. Et puis maintenant, il va fermer sa bouche, hein, et il va être aux ordres de la candidate.
Salut Tagovi. Voilà. Bon, évidemment, il reste. Je crois qu'on est en moins de 10 mois. Hein, je dis toujours on est à 10 mois. Je crois qu'on est passé sous les. On est à 9 mois du premier tour, 9 mois et demi. Ça va arriver vite. Hein. Ça va arriver vite. Voilà, on commence à avoir les principaux candidats là. Pour certains, la campagne va être plus compliquée que d'autres. Hein. Voilà, donc on a qui on a de déclaré, de lancer parmi les principaux. Donc Marine Le Pen, Mélenchon, Attal, Philippe Edouard. Glucksmann, c'est officiel ou c'est toujours pas officiel? Il dit qu'il. Je sais pas si, je sais plus. Marine Tondelier qui veut y aller aussi. Ouais. Ruffin c'est officiel. Roussel, le communiste, c'est officiel, ouais. Oui, c'est pas officiel encore pour Glucksmann, voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Bon, voilà. Mais il peut se passer plein de choses, évidemment. Hein. C'est tout l'intérêt d'une campagne. Donc on va suivre ça sur cette chaîne. N'hésitez pas à venir souvent. Amis YouTube, pardon pour cet éclairage très très long. Hein. D'habitude, les vidéos, les extraits YouTube, c'est un peu plus court, mais bon, je pense qu'il fallait. Parfois, il faut prendre le temps pour traiter une info, pour pas dire de bêtises. Voilà. Merci Elisa. 54 mois d'abonnement. C'est quand même fou, quoi. Merci Zertis. Merci Alfabigno. Merci Agénor. Merci Nat de Laser. Alors, un sujet totalement différent maintenant. Hein. Non, c'est une blague. Je suis tombé sur un papier dans Le Monde, dernière édition du Monde, sur l'immigration. D'un monsieur qui, je ne sais pas s'il a tort ou la raison, vous allez me dire ce que vous en pensez, qui estime qu'en matière d'immigration, le problème, c'est la désinformation. Voilà. Je vous montre le papier, il est ici. Le monsieur s'appelle Éric Albert. Et il dit, le vrai problème de l'immigration, c'est la désinformation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que ces histoires? Lisons. C'est court, c'est dense, c'est intéressant. Dans 9 mois, donc c'est bien 9 mois, débutera l'élection présidentielle. Avec l'extrême droite en tête des sondages de premier tour, l'immigration va être inévitablement au cœur des discussions politiques. Avant que ne s'enflamme à nouveau le débat, profitons de la distance avec le scrutin pour tenter de poser les faits. Lors du forum organisé par la Banque Centrale Européenne, la BCE, à Sintra au Portugal, les 30 juin et 1er juillet, l'économiste italien Giovanni Peri a présenté une passionnante étude sur l'immigration dans les 38 pays de l'OCDE, l'Organisation de coopération et développement économique, depuis 1990, donc sur beaucoup de pays depuis longtemps, et ses conséquences économiques. Les conséquences économiques de l'immigration dans 38 pays de l'OCDE depuis 1990. Donc méga étude, quoi. En se basant surtout sur les recensements, beaucoup plus fiables que les statistiques des passages aux frontières, il a créé une base de données qui permet de tirer des leçons générales sur l'impact de l'immigration sur l'économie. Hein. Il apparaît que l'immigration est, dans l'ensemble, très positive pour l'économie, écrit cet économiste. Premier constat, l'immigration augmente fortement dans tous les pays de l'OCDE. La part de la population née à l'étranger a doublé depuis 1990 dans ces pays de l'OCDE, donc il y a une accélération de l'immigration. Cette progression est particulièrement forte en Espagne, on est passé de 2 à 19% depuis 1990. Au Royaume-Uni, on est passé de 7 à 18%. Pour la part de la population née à l'étranger. Voilà. En Allemagne, on est passé de 9 à 20%. Et moins en France, où on est passé de 10 à 15%. Voilà. L'immigration est plus ancienne dans notre pays, mais elle a augmenté moins fort que chez les pays qu'on vient d'évoquer. Donc on a aujourd'hui 15% de la population qui est née à l'étranger. Deuxième constat, donc cette immigration qui augmente dans tous les pays de l'OCDE, l'immigration permet désormais de tout juste compenser la baisse de la population active provoquée par la chute de la natalité. On fait moins d'enfants dans tous ces pays, notamment en France. Voilà. Et cette immigration, elle permet tout juste de compenser la baisse de la population active. Entre 2020 et 2024, la population en âge de travailler dans l'OCDE n'a progressé que de 0,2%. L'impact positif de l'immigration est de plus 3,8%, mais il a presque été neutralisé par le recul des natifs, moins 3,6%. On fait moins de bébés. Ça, c'est le deuxième constat. Troisième constat. Les immigrés sont plus qualifiés que la population locale. Monsieur Perry calcule que la moitié des nouveaux arrivants depuis 1990 avaient un diplôme du supérieur, université ou équivalent,
ce qui est plus que la moyenne locale. Ah, il y a Aldès qui nous dit pourquoi les Français ne font plus d'enfants à votre avis? Je ne sais pas. Est-ce que tu as des éléments de réponse à nous donner? On en parle quasiment tous les jours de ce sujet sur la chaîne, mais n'hésite pas à nous donner ton analyse. En France, par exemple, 43% des 25-64 ans, 64 ans ont un diplôme universitaire. À partir de cela, M. Perry calcule les effets économiques. Conclusion, une hausse de 1% des immigrés augmente le produit intérieur brut par travailleur de 1,2% au bout de 5 ans, de 1,9% au bout de 10 ans. Non seulement l'immigration apporte de la main-d'œuvre supplémentaire, mais elle fait progresser la productivité de l'ensemble de la population. Et pas juste un peu, au total, elle explique un tiers de l'amélioration de la productivité depuis 1990 dans l'OCDE. L'explication, selon cet économiste italien, M. Perry, vient essentiellement du niveau supérieur d'éducation des immigrés. Beaucoup deviennent aussi des entrepreneurs, que ce soit par l'ouverture de petites épiceries ou lorsque des étudiants étrangers lancent des startups à la sortie de leur master. Si le chercheur reste prudent sur la précision des chiffres auxquels il parvient, il insiste sur la cohérence des indices qui convergent tous vers la même conclusion: l'immigration augmente la concentration moyenne de capital par travailleur. Un pays qui dessert sa politique migratoire connaît une hausse de sa productivité. Une forte immigration est souvent corrélée à une augmentation du nombre de brevets déposés. Voilà. Bref, l'immigration est positive pour l'économie dans son ensemble. Dès lors, pourquoi, se demande-t-il, est-elle aussi impopulaire? M. Perry reconnaît qu'un soudain afflux localisé de migrants peut poser de vrais soucis, avec de fortes pressions sur le logement ou les services sociaux, par exemple. Mais il estime que le vrai problème sur ce débat, sur ce sujet, est celui de la désinformation. On parle d'immigration quand il y a un fait divers ou qu'il s'agit de passages illégaux aux frontières, mais personne ne s'intéresse à l'histoire d'un immigré qui réussit. Il est cependant bien conscient que sa recherche fait difficilement le poids face au discours populiste. Le problème est que les gens comme moi n'ont pas réussi à trouver un slogan aussi efficace que les immigrés prennent votre travail. C'est faux, aucune donnée économique ne le montre, mais ça marche. Petit billet, petit article, je m'hydrate et je vous lis. S'hydrater avec un Red Bull, ouais, c'est mieux qu'avec un whisky. Ou un pastis, hein, vu qu'il est 10h55. J'ai une question hors sujet. Est-ce que Malo prend des cours avec un professeur particulier pour la programmation? Non, c'est un cours collectif, c'est le dimanche. C'est en ligne. Il a un prof avec tout un nombre de jeunes garçons et filles de son âge. Voilà. Mais là, il est en solo. Là il fait de la prog en solo. Il bosse sur son triple A. Là. Je vous lis. Hein. Peux-tu rappeler le nom du chercheur italien? Bien sûr. C'est monsieur... Comment s'appelle-t-il? Où est-ce qu'il est? Giovanni Perry. Oui, je suis sur le sujet depuis plusieurs jours. J'attends de vous trouver des articles de qualité. Pour l'instant, les articles que j'ai trouvés sur le sujet ne me semblaient pas très bien écrits. Je suis un peu difficile. C'est un sujet dont je vais vous parler, sans doute demain, mais j'attends les bons articles. Je suis un peu difficile. Le raid de fou de Monsieur Citron Violet, notre ami du Japon. Notre streamer IRL du Japon préféré. Salut Citron Violet. Alors, on vient de faire une grosse page sur Marine Le Pen, tu l'imagines bien, mais là, on est sur autre chose. J'espère que tu vas bien. Vous étiez en stream vers où avec Citron Violet? Dans quelle région là? Merci Elisa. Ah oui, c'est l'immigration japonaise en force subitement. On aura le jeu de Malo avant GTA 6. Oui, sans doute, oui. Ouais, tout à fait. Vous étiez où avec Citron Violet alors? Attends,
Alexandra, c'est ton anniversaire aujourd'hui, tu as 41 ans. Attends, Alexandra, c'est ton anniversaire aujourd'hui, tu as 41 ans. Tu me le confirmes ou pas? On était à Ono. C'est pas un jeu, ça, le Ono? Ah non, c'est le Uno. Alexandra, c'est ton anniversaire, 41 ans? Bah, bon anniversaire, Alexandra. Bon anniversaire, Alexandra. Je te souhaite une très belle journée d'anniversaire avec. J'espère que tu es entouré, que tes amis, que tes proches sont là. Tu as fait ça avec un bon gâteau et des bougies. Non, c'était la meuf de John Lennon, Ono. Yoko, jolie. Bon anniversaire, Alexandra. Alors, on a quoi après? Ah bah la canicule. Ah bah oui, la canicule. Alors moi, je suis surpris du peu d'articles dans les journaux. Bah, on est en train de s'habituer. Et moi, ça me désole. Voilà. C'est des températures hors normes. On a 3 canicules depuis le mois de janvier. On a eu celle de mai. Hein. On a celle de fin juin qui a tué au moins 2000 personnes. Article du Figaro il y a quelques jours. On a une troisième en cours. Voilà. Bon, bah oui, hein. On a raté le coche. Hein. On a raté le coche. Bon, on nous avait dit de faire des trucs, mais bon, on a eu la flemme. Puis il fallait faire des efforts et tout. Bon. Et ben, là, c'est en train de disparaître des médias. Ben, une info chasse l'autre, voilà. Une info qui se répète, c'est plus une info. Voilà. Bon, Le Monde en fait quand même sa une. Hein. Voilà. La France à l'épreuve d'une troisième canicule. Moi, je pense il faut en parler, notamment pour sensibiliser les plus fragiles à se protéger, parce que les conséquences sanitaires peuvent être gravissimes. Voilà. Ou inciter ceux qui, dans leur entourage, ont des gens à la santé fragile, des jeunes enfants, des personnes âgées ou des gens malades, à faire bien attention à eux. Quoi. Donc, je me permets de vous en reparler encore. Troisième canicule, baby. Après celle de mai et de juin, une nouvelle vague de chaleur touche en ce moment une grande partie de l'Hexagone. Depuis lundi, la plupart des départements sont en vigilance orange canicule quand même. Hein. Des pics à 40 degrés sont attendus, mais 40, bordel, à une époque, on aurait crié. Maintenant, on se dit, ah oui, 40. Ah, c'est pas 45, hein, c'est pas 50. Hein. Non, mais 61 départements en vigilance orange. Le gouvernement a publié samedi un décret visant à quadrupler le nombre de personnes fragiles que les maires sont tenus d'appeler pour les prémunir contre les risques de la chaleur. Et, faites un effort. Essayez de ne pas mourir quand même. Dans les entreprises, les salariés déplorent un manque global d'anticipation. Bon, lisons un petit point, article rapide sur la troisième canicule. Alors pourquoi d'ailleurs? Provoqué par un anticyclone au large du Portugal et des îles britanniques, hein, le troisième épisode caniculaire de l'année s'annonce intense. Et oui, et durable. Et on ne sait pas combien de temps il va durer. Voilà. Les Français n'ont presque pas eu le temps de ranger les ventilateurs. Moins d'une semaine après la fin de la canicule historique de juin, le pays bascule officiellement dans une nouvelle vague de chaleur. L'indicateur thermique national, qui fait la moyenne de température de jour et de nuit, a atteint 25,7 vers 17h lundi 6 juillet, au-delà des critères retenus par Météo France pour caractériser les vagues de chaleur. Plus que jamais, les canicules s'emballent. Exactement. Voilà. Magnifique contrepétrie. Cette surchauffe s'annonce intense et durable, probablement autour d'une douzaine de jours. Rappelons que les effets sur la santé d'une canicule perdurent après la canicule. Hein, on sait globalement pour nous, et encore plus pour les plus fragiles, que pour se remettre de ces fortes chaleurs, ça ne s'arrête pas le jour où les températures se rafraîchissent un peu. Hein. On met plusieurs jours à s'en remettre. Quand tu mets plusieurs jours à te remettre d'une canicule, pour des raisons X ou Y, d'âge ou de santé, et tu te reprends une sur le nez, et qu'après, la deuxième, celle de fin juin, tu mets plusieurs jours à t'en remettre, et tu te reprends une troisième sur le nez, une troisième dont le monde est en train de nous dire qu'elle va durer une douzaine de jours, à la fin de l'été, on va faire le compte sanitaire, le compte en termes de santé publique. Hein. On a des chiffres sur celle de juin qui a provoqué une surmortalité d'au moins 2000 morts, et c'est un bilan qui va s'aggraver. On va faire le compte à la fin de l'été. C'est chaud cette histoire. Alors que les incendies font rage dans le sud du pays, ce troisième épisode caniculaire de l'année mettra de nouveau à rude épreuve les organismes, les écosystèmes et les infrastructures. Lundi, la chaleur s'est installée dans une large partie du territoire avec des valeurs allant jusqu'à 38 voire 40 degrés dans le sud-ouest et le Languedoc. Mardi, le mercure montera d'un cran. On est mercredi là, mais on a pour 12 jours. Les 40 degrés seront atteints dans de nombreuses régions du sud et de l'ouest. Le nord sera également touché entre 36 et 38 en Île-de-France.
Hein, un petit 38 à Paris, ça fait toujours plaisir, ça. La ville minérale, là. Seuls les littoraux du nord de la Bretagne, heureux bretons du nord, voilà, de la Normandie et des Hauts-de-France seront épargnés. Je crois que la Corse aussi est un peu épargnée. Voilà. Mercredi, la chaleur s'homogénéisera sur le territoire. En gros, il fera chaud partout, avec un plateau haut de température maximale et des minimales qui continueront de grimper. Eh bien oui, eh bien oui. Hein, c'est ce que me dit Dal Wingfella. Je confirme, en pleine fin de périménopause, j'ai mis une bonne semaine pour me remettre de la dernière canicule. Je travaille à 35 degrés chez moi. Je n'imagine pas les personnes âgées et les personnes les plus fragiles. Eh oui. Donc mercredi, ça continue. Voilà, Paris devrait par exemple enregistrer une semaine entière de forte chaleur avec plus de 35 degrés en journée et des nuits tropicales au-delà de 20 degrés. Dans le sud-ouest, des pointes à 42 degrés sont possibles. Voilà. La vigilance rouge, là on est en orange, n'est pas exclue d'ici la fin de semaine. En cause dans ce nouveau coup de chaud, donc c'est là où météo et climat se mélangent, hein, un anticyclone positionné au large du Portugal et des îles britanniques. Voilà. Euh, Comme lors des épisodes de mai et de juin, il provoque une accumulation de chaleur, non seulement sur la France, mais aussi sur la péninsule ibérique, l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Cette configuration de blocage est dopée par le dérèglement climatique. Donc, cette météo-là, donc cette chaleur-là n'est pas provoquée directement par les changements climatiques, mais elle est amplifiée par les dérèglements climatiques. Dopée par le dérèglement climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre humaines et en particulier aux énergies fossiles. Le réchauffement rend ainsi les canicules plus fréquentes, plus intenses, plus longues. Il a aussi aggravé la fournaise qui s'est abattue sur les États-Unis les 4 et 5 juillet. Alors, ce qui est inquiétant, c'est qu'on ne sait pas combien de temps va durer cette troisième canicule. Météo France ne voit pour l'instant pas la fin de cette nouvelle surchauffe. La chaleur pourrait persister jusqu'à la fin de la semaine du 13 juillet. Nous sommes le 8. Ah, les incertitudes restent fortes à ce stade. Cette nouvelle canicule resterait a priori toutefois un peu moins sévère que celle de juin, qui a battu tous les records et fait du mois de juin le mois de juin le plus chaud jamais enregistré. Ever. Toutefois, elle risque d'entraîner des souffrances en raison d'une usure des corps, le fait qu'on met du temps à s'en remettre. L'effet d'accumulation se manifeste aussi pour la faune et la flore. Hein. Culture brûlée, élevage décimé, baisse de production. L'agriculture en crise depuis la fin du mois de juin aborde avec appréhension cette nouvelle canicule. D'autant que la sécheresse déjà marquée depuis mai va s'accentuer et devrait atteindre des niveaux records durant l'été. Aucune pluie ou presque n'est prévue dans les prochains jours. L'air chaud, les sols secs forment un cocktail redoutable pour les incendies. Je crois qu'il y a un jeune pompier de 22 ans, je crois, qui vient de trouver la mort. C'est ça en France? Lundi, des centaines de pompiers luttaient toujours contre le feu qui a parcouru 4600 hectares et entraîné l'évacuation de 10 000 personnes dans les Pyrénées-Orientales. C'était en Savoie, c'est ça. Chamboulant l'arrivée du Tour de France. Le risque d'incendie est élevé dans 57 départements, situation qualifiée d'extraordinaire par le gouvernement. Les hôpitaux sont également à risque. Après la crise sanitaire liée à la canicule de juin, la situation actuelle justifie de rester en alerte, explique le directeur de l'assistance publique hôpitaux de Paris, la PHP. Le nombre de lits ouverts va être réduit du fait des congés des soignants. Les chiffres provisoires de l'Agence sanitaire Santé publique France font état, je vous l'ai déjà dit, d'au moins 2000 morts pour la canicule de la fin juin. À la fin de l'été, il faudra faire les comptes. Je vous lis et je m'étouffe. Ah, je sais pas si c'est l'actu qui me fait tousser, bordel. Je dois être allergique à un truc dans l'actu, là. Je sais pas quelle actu me fait tousser comme ça. Mais il y a une actu qui me fait tousser, là. Je sais pas c'est laquelle, mais il y a une actu qui me fait tousser, là. Comme une allergie, là. Ah, j'ai des ganglions, là, je sais pas ce que j'ai. Alors,
Bon, je vois que vous avez chaud, hein. Je suis à Montpellier, me dit Miss Fuji. Bah non, Fuji, c'est au Japon. L'appli Météo France m'annonce 43 degrés pour aujourd'hui. Molbit, quand tu vois que même nous en montagne, on a plusieurs feux, ce qui nous arrive très rarement, c'est vraiment que c'est la mouise. Merci Jean-Sébastien, merci Pâte d'eau fruits, vous êtes incroyable. Merci pour les soutiens. Oh punaise, les allergies, il faut que je fasse renouveler mon ordonnance pour les antihistaminiques. Merci Sam pour le rappel. Je prends plus rien moi d'ailleurs en ce moment, tiens. J'ai un peu oublié. Moi, c'est plus la pollution à Paris qui me fait tousser en fait. Je sais que vous attendez le dernier sujet, je sais, je sais. Je sais que vous êtes là et que je sais que vous n'avez rien à carrer de ce que je vous raconte. Je sais que ce que vous voulez, c'est le dossier du monde sur la masturbation. Je le sais, hein. Je suis pas, je suis pas tombé de la dernière pluie, hein. Je sais très bien pourquoi vous êtes là. Bande de cochons. Oh, Fuji, c'est au Japon en effet, me dit donc Miss Fuji. Mais c'est le nom de mon chien, un Shiba Inu. Race japonaise, non japonaise, c'est une évidence. Trop mignon. Trop mignon. J'espère qu'il souffre pas trop de la chaleur. Comment t'as deviné? Parce que vous êtes des obsédés. Parce que vous êtes des obsédés, je le sais. Exactement. En début de semaine, je vous ai confié effectivement que... attendez, on va partager ça avec nos amis de YouTube. Ouvrez les portes des palais d'Aphrodite, me dit Astréran. Vous êtes déchaînés. On va partager cette info avec nos amis de YouTube. On est des kiffeurs, pas des obsédés, me dit Sugar. Parce que c'est une info importante. C'est parti. Amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Sachez que vous êtes des belles personnes déjà. Voilà, je vous flatte. Et surtout, je viens vous dire qu'on veut partager une info essentielle avec vous. C'est vraiment les amis de Twitch là, que vous voyez dans le chat qui ont insisté. Et, ils m'ont dit, Samuel, il faut que tu parles à nos amis de YouTube de l'importance de la masturbation. Là, je sais que j'ai toute votre attention. Je vous raconte l'histoire. En début de semaine, j'ai confié dans ce live que je venais dans le monde du week-end de lire un dossier sur la masturbation. Et le fait que c'était bon la masturbation. Voilà. Pour le corps, pour l'esprit. Que n'avais-je pas dit? Aussitôt, des milliers de voix se sont élevées me demandant que je lise ce dossier. Et je leur ai dit, oh, écoutez, il y a d'autres choses dans l'actu en ce moment, hein, confère le sommaire, donc je vous en parlerai quand j'aurai le temps. On est mercredi, je me suis dit que j'allais vous en parler. Amis de YouTube, amis de Twitch, amis de podcast. Pardon de vous le dire comme ça de but en blanc, voilà, de façon un peu radicale, sinon agressive, mais manifestement, il faut se masturber. Voilà, c'est ce que nous dit ce dossier. Moi, je n'y suis pour rien, mais je vous le lis. Oui, alors, je vois des branlez-vous dans le chat. Oui, mollo. Hein. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Regardez depuis des siècles avec suspicion, la masturbation est cette forme de jouissance, oui, qui permet d'aller au plus près de ses désirs, ok, souvent nourrie de pornographie. Elle est aujourd'hui attisée par les technologies de l'intime. Lisons. Tiziano, les prénoms des personnes interrogées ont été modifiés. 32 ans, l'admet sans détour. Il est franchement embêté. Pourquoi il est embêté? Qu'est-ce qui se passe? Depuis juillet 2025, les mastodontes du X en ligne, YouPorn, RedTube, ont rendu leur accès impossible depuis la France. Pornhub a rouvert son accès le 5 juin, mais seulement en direction de contenu à un caractère non explicite. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, pas à nous, Sam? Comment ça à d'autres? Je ne connais pas ce site. Je ne peux pas connaître tous les sites internet. Hein. Moi, c'est passion course à pied, c'est passion moto. Je ne peux pas lire toute la prose sur tous les sujets. L'objectif donc de la fermeture de ces sites, c'est protester contre une décision du Conseil d'État en France, l'instauration sur leur portail d'un système de vérification de l'âge, conçu afin d'éviter que des enfants, des ados puissent se rendre sur des espaces légalement réservés aux plus de 18 ans. Voilà. Acceptant le principe d'une régulation des contenus sensibles, un certain nombre d'adultes ont pourtant du mal à s'y plier.
craignant de voir leur consommation tracée ou leurs données personnelles dévoilées, puisque maintenant, pour accéder à certains sites, il faut faire la preuve de son identité, ou en tout cas de son âge. Hein. Un utilisateur sur 3 tente de contourner les effets du dispositif en se tournant notamment vers les vidéos X des réseaux sociaux ou en utilisant des VPN, tu connais, qui permettent de simuler une connexion depuis l'étranger. Même si la grande majorité d'amateurs de porno en ligne n'a pas modifié ses habitudes, donc ça c'est l'actu autour des images cochonnes, même si la grande majorité d'amateurs de porno en ligne n'a pas modifié ses habitudes, 15% des sondés disent avoir réduit leur consommation. 11% ont arrêté de visionner des contenus porno en raison de ces nouvelles restrictions d'usage. C'est plus compliqué. Il y en a qui ont arrêté de regarder, un petit peu. Voilà. Et donc notre ami Tiziano dit ça a été la douche froide. Toutes mes plateformes favorites ont fermé. Tandis que les autres diffuseurs ont installé un checkpoint obligatoire qui va nous contraindre à montrer notre visage via la webcam ou à envoyer une pièce d'identité pour prouver qu'on est majeur. Et certains, ils veulent pas. Refusant de se plier à ces règles, le commerçant s'est résigné à faire ses adieux à ses contenus de niche. Car celui qui avait d'abord écumé la pornographie à travers des vidéos soft, catégorisées romantiques, s'est vite aventuré vers des productions moins conventionnelles en quête de stimulation inédite. Les orgies. Ah oui, on va parler de choses concrètes ici. Les orgies, la réalité virtuelle, le hentai. Sa référence la plus baroque, une femme ventriloque qui mime des débats avec ses marionnettes inspirées de la culture pop. Là, je ne l'ai pas là. Une femme ventriloque qui mime des débats avec ses marionnettes inspirées de la culture pop. Je l'ai pas. Je vais pas faire une recherche Google. Voilà. Un classique celui-là ? Je l'ai pas celui-là. Privé de ses contenus, donc, notre ami qui prenait autant de plaisir à dénicher parmi des milliers de vidéos qu'à visionner, notre interlocuteur a le sentiment d'avoir dû rétrograder de la 6e vitesse à la 2e, en se repliant sur sa seule imagination. Voilà. Tiziano mesure avec perplexité la place insoupçonnée qu'occupe Internet en fait dans sa fantasmagorie. Il ne s'était pas rendu compte de la place que ça avait pris. Selon lui, pas de doute, technologie et masturbation sont désormais étroitement liés. Mais non, pas Jeff Panaclock. Voilà. Cette intrication de plus en plus présente dans nos intimités entre Internet, technologie et masturbation, et vie sexuelle quelque part, même si c'est la vie sexuelle solo, perso, raconte un changement d'époque où l'image numérique s'insinue au plus profond des désirs. D'après le rapport annuel publié en 2024 par Pornhub sur la base des connexions à son offre, la France se classe, là mesdames et messieurs, arrêtons-nous parce qu'il y a un truc quand même, la France se classe 2e mondiale pour la consommation de porno derrière les États-Unis. Nous sommes les Français là, les 2e consommateurs de porno au monde, derrière les États-Unis. Alors il y a l'anthropologue Philippe Breno qui nuance, dit notre espèce n'a pas attendu l'arrivée du web, bien sûr, pour maximiser son plaisir grâce à l'innovation. Voilà. Avant d'expliquer, ce monsieur a écrit un livre qui s'appelle Éloge de la masturbation quand même, qu'il s'agisse du téléphone, ou encore du Minitel, puis des réseaux sociaux, avec l'émergence de portails tels que Mime et OnlyFans, toutes les inventions modernes liées à la communication ont connu des déclinaisons roses. Voilà. Bon, il y a un mec qui invente un truc dans un labo, un truc génial, il dit que ça va changer la face de l'humanité, tu vois, et puis après, il se rend compte que tout le monde s'en sert pour se palucher, quoi. Autant de dérivés qui accompagnent l'onanisme, qui est le mot un petit peu savant, scientifique de la masturbation, en offrant des supports excitants ainsi que de véritables assistants comme les robots sexuels et agents conversationnels érotiques dopés à l'IA. Ça, je connais pas non plus, tout ça, c'est nouveau. Merci Grégorio, merci Exodus, merci Jared, merci Jean-Sébastien. Au regard enthousiaste de l'expert, la démocratisation des usages techniques dévolue à la manusexualité, alors je ne connaissais pas ce terme, mais manusexualité, c'est la sexualité par les mains. Voilà, donc c'est voilà. Merci Antobourse. Alors, la chaîne qui vient de nous raid s'appelle Antobourse. Bourse pour marché financier, mais tu tombes à un moment du live où on parle de l'importance de la masturbation. Bourse, masturbation, tu ne l'as pas fait exprès bien sûr, mais le moment est assez étonnant.
Voilà, nous le vivons en direct, c'est les hasards du live. Mon épouse arrive alors que je suis en train de parler de masturbation. Comment je vais gérer ce moment? Coucou ma puce. La caméra est allumée. Tu voulais me dire quelque chose? Ah, quelle heure? Oui, non, oui. Non, 13h, on y sera. 13h, on y sera. J'ai cru que tu venais me parler de la revue de presse. Non, très bien. Non, rien, parce que je suis en train de parler de poétique. Peut-être me donner ton avis. Sujet passionnant. T'as ma puce? Il est piou. Ah, jour important pour Pio, 4 mois. On vient de commencer la diversification alimentaire. On y va doucement. Hein. Premier jour tomate. Non, premier jour carotte. Deuxième jour carotte. C'est pour tester, pour voir s'il y a des réactions. 3 cuillères. Deuxième jour tomate. Troisième jour tomate. Quatrième jour tomate. Cinquième jour haricots. Hier, 6e jour haricots. Aujourd'hui, 7e jour. Attention, on passe la seconde. Patate douce. Patate douce. On va vers le plaisir. Hein, on commence par le moins fou. Hein, et on fait patate douce. Et vont arriver les fruits. Voilà. Quand il va découvrir les fruits. Quand il va découvrir banane, tout ça. Il va avoir les yeux comme ça. Vous m'avez caché ça depuis le début. Incroyable. Ça va être fou. Tu le fais bientôt? Tu fais une vidéo? Il va péter son crâne. C'est trop drôle. Donc, je reviens à mon sujet politique que j'évoquais à l'instant là. Au regard enthousiaste de l'expert, la démocratisation des usages techniques dévolus à la manusexualité marque une rupture. Alors, histoire de la de la manusexualité, la masturbation. À partir des écrits de Freud au début du XXe siècle, une certaine tradition savante et populaire a perçu la masturbation comme une forme de régression infantile qui bloquait la voie vers l'unique but acceptable de la rencontre sexuelle, la pénétration vaginale. Voilà. Avec quelque part l'idée que le sexe était pour procréer, quoi. Hein? Aujourd'hui, l'offre et la demande autour d'un auto-érotisme augmenté prouvent qu'il ne s'agit pas d'un pis-aller immature, hein, mais bien d'un espace de jouissance que chacun peut légitimement explorer. Ça n'est pas sale, votre corps n'est pas sale. Hein. Il y a quelqu'un qui vient de lâcher dans le chat, mais ferme ta gueule, Freud. J'adore. Même s'il prévient Philippe Breno, la poursuite des jouissances extrêmes, si elle est excessive, peut déséquilibrer l'intimité. Moi, je traduis ça par si vous êtes en couple, vous paluchez pas 10 fois par jour parce que peut-être que après vous serez fatigué, quoi. Peut-être. Un revers de la médaille auquel s'est heurtée Victoria après s'être vue offrir à l'été 2025 un sextoy qui repose sur une petite révolution technique. Alors là, moi, je découvre plein de choses, hein, à savoir la stimulation clitoridienne sans contact direct grâce à des jets d'air pulsés. Et pourquoi on ne me dit rien, moi? Vous connaissiez ça? Ah, c'est connu? C'est connu? Le womanizer? Avec les petits trucs pulsés, là? C'est comme un sèche-cheveux, un peu? Il y a Alex qui dit... Non, attendez, quelqu'un qui a dit... C'est Joliot qui dit, ça va trop loin le sans contact. C'est un truc Dyson? C'est un truc Dyson? 2 retraités qui ont fait fortune grâce à ça? C'est pas nouveau, ça existe depuis des années? De toute façon, on ne raconte rien, de toute façon, moi. Voilà. Donc Victoria s'est vue offrir ce truc, et elle dit, il y a eu une période de lune de miel durant laquelle j'utilisais mon jouet 2 à 3 fois, jusqu'à 4 fois par jour, quitte à annuler des rendez-vous entre amis pour en profiter à fond. Voilà. Seulement voilà, à mesure que les semaines s'écoulent, cette vingtenaire se surprend à devoir augmenter les vitesses de son sextoy pour renouer avec les sensations des premiers usages. Plus inquiétant encore, les caresses de sa partenaire ne lui permettent plus de décrocher l'orgasme. Ah! Piochant dans le vocabulaire toxicologique, la commerciale avoue, non sans embarras, avoir l'impression qu'il lui manque sa dose, elle est accro. Et d'être devenue effectivement accro à ce qui lui était censé n'être qu'un auxiliaire. Personne n'est condamné à la sextoy dépendance, temporise avec humour Amandine Jonio, autrice d'un livre qui s'appelle Oh My God, Oh My God. Voilà.
jeu de mots, oh my god, une enquête vibrante sur les dessous des sextoys. Comme ça, on sait de quoi parle le livre, quoi. Avant de rassurer, les jouets à aspiration clitoridienne peuvent provoquer une désensibilisation des terminations nerveuses, mais ce désagrément est réversible puisqu'il s'évanouit dès qu'on ralentit le rythme des utilisations. Donc, c'est OK. Mais attention quand même à l'excès, hein, nous disent quand même beaucoup de personnes interrogées dans ce dossier. Néanmoins, y a-t-il lieu de s'inquiéter du développement galopant d'une technologie de l'intime qui, par ses performances, concurrence désormais la chair, l'humain? Si on recherche un orgasme flash, difficile de jouer à armes égales avec le doigté des sextoys. Conseil de la journaliste, mais je vais prendre mes accents gauliens un petit peu. Gaulien gaulliste, quoi. Vous l'avez. Il est où mon général de Gaulle? Je vous ai compris. Mais la sexualité se nourrit aussi de chaleur, de surprise et de petites attentions. Voilà, de toute façon, De Gaulle l'aurait peut-être... Ah oui, Gaulle, je l'avais pas. Oui, c'est vrai. Et sur tous ces plans-ci, le partenaire de la chair reste et restera champion. Voilà. La chair, c'est mieux. Quand c'est possible. Comment ça, De Gaulle sort de mon slip? Ok. Selon la rédactrice en chef adjointe du journal du Geek, s'il existe bien un boom de la sextech, voilà, on évalue le marché mondial du sextoy à 35 milliards d'euros pour 2023. On attend un marché de 62 milliards d'euros d'ici à 2030. Combien? 62 milliards d'euros de chiffre d'affaires du sextoy en 2030. Il y a un monde où je vais créer un sextoy à mon effigie, avec ma tête dessus. Je veux une part du gâteau. Je veux croquer, moi, de ce marché de 62 milliards. Avec le truc qui souffle, comme vous m'avez expliqué là. Hein, le truc à... Et on l'appellera le... Oh là là, le chat. Et on l'appellera le ça me fait jouir. Ok, d'accord. J'espère que mon épouse n'écoute pas cette revue de presse. Donc, énorme marché. Cette dynamique n'augure donc pas le scénario dystopique d'une humanité bientôt détrônée par la tech, jusque dans son lit. Il témoigne plutôt de la vigueur d'un marché florissant axé sur la course à l'optimisation des plaisirs, qui alimente à sa manière la libération des pratiques. Le sextoy ne tue pas le sexe, nous dit ce dossier. Les discussions amusées des héroïnes de Sex and the City, la fameuse série autour des derniers sextoys en vogue, puis l'explosion des ventes de cette gamme de produits durant le Covid ont normalisé, voire coolifié la masturbation féminine, notre interlocutrice. Tandis que le plaisir prostatique, qui était un non-sujet il y a une dizaine d'années, a été visibilisé par la commercialisation de jouets spécifiques. Ce qui a permis de questionner à large échelle les a priori sur les rapports entre masculinité et pénétration anale. C'est une revue de presse qui dit les termes. Par-delà l'objectif de promouvoir avec une pédagogie bienvenue en l'absence d'éducation sexuelle sex-positive un rapport décomplexé à la sexualité, c'est ça qui est important, les discours marketing de la sextech défendent aussi une posture thérapeutique. Selon leur équation, se masturber, c'est cultiver sa santé sexuelle et donc sa santé tout court. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est bon pour la santé sexuelle et donc quelque part pour la santé tout court? Une logique bien intégrée par Maxime, en tout cas, voilà plusieurs années que ce professionnel de l'art prend soin de lui en s'adonnant au gooning. Le gooning? Alors moi, je connaissais les Goonies. C'était un film il y a longtemps pour les enfants. Mais je pense que le gooning, c'est autre chose, non? Le gooning, qu'est-ce que c'est le gooning? Alors là, j'apprends un truc. Un terme né dans les forums anglophones pour désigner une pratique masturbatoire durant laquelle l'éjaculation est retardée. Concrètement, le trentenaire s'engage régulièrement dans des sessions s'étendant jusqu'à 5 heures. 5 heures. 5 heures de quoi? 5 heures? Mais ça va chauffer, non? Comme dit Sugar dans le chat, tu fais du feu après? Nom de Dieu. En s'arrêtant intentionnellement aux portes
de l'orgasme. C'est-à-dire en pratiquant l'edging. Ah, edge. Voilà. Selon la terminologie des adeptes. Lorsqu'il se touche, le trentenaire observe sur X d'autres gooners en live. Hein? Quoi? C'est-à-dire? Ou s'oriente vers des sites pornographiques gays afin de consulter des productions au thème spécifique, par exemple impliquant des rapports intrafamiliaux fictifs. Hein? Quoi? Un sous-genre pornographique qu'on retrouve sur les sites les plus populaires. Quoi, le monde? Qu'est-ce que vous dites, le monde? Tu t'abonnes à un journal sérieux, voilà, tu dis je vais lire ça aux gens. Ok. Cette instrumentalisation de l'inceste à des fins de rentabilité économique côté producteur et comme support fantasmatique côté consommateur soulève de graves questions. Bah oui, quand même, ça pose des questions, ouais. De telles représentations peuvent-elles être criminogènes en banalisant les violences au point de faciliter le passage à l'acte? Merci de poser la question, oui. C'est des questions qui valent aussi pour d'autres adjuvants érotiques devenus monnaie courante dans l'industrie pornographique, l'étranglement, les insultes, le dirty talk, ou encore les scènes de domination sexo-économique, comme le fantasme de la femme de ménage. J'apprends beaucoup de choses. Par les visions du monde qu'elles véhiculent, par leurs conditions de fabrication parfois incontestables, on peut se demander si ces productions culturelles ne nourrissent pas un continuum de violence qui vient ensuite infuser notre société. Merci de poser la question quand même. Au point que l'essayiste féministe américaine Andrea Dworkin ait pu déclarer « La pornographie, c'est la théorie, le viol, c'est la pratique ». Mais pour les universitaires spécialistes de cette question, aucun consensus scientifique ne permet d'établir avec certitude que les mises en scène brutales du X, comme dans le jeu vidéo d'ailleurs, provoqueraient par mimétisme ou effet de rupture de quoi? De digue morale des comportements répréhensibles par la loi allant jusqu'au crime. Reste à savoir pourquoi les publics se dirigent en masse vers les contenus pornographiques parfois transgressifs. De manière générale, la personne qu'on interroge ici, donc l'adepte du gooning, s'en sert comme une technique d'auto-hypnose. Alors là, je suis perdu. C'est-à-dire, capable de faire basculer vers un état de lâcher-prise. Ah, mais si tu lâches prise, du coup. Mais du coup, si tu lâches prise, bah du coup, ça marche plus, non? Régressif, quasi animal, où seul le plaisir génital compte. Oui, mais si t'as lâché prise, bon, peu importe. La dépendance à la pornographie est comportementale, se caractérise par des réflexes compulsifs invasifs, ressentis comme une gêne, voire un handicap. Voilà, explique Philippe Breneau. Avant de cadrer, quand même, de mettre un bémol, à ce jour, aucun lien entre maladie et masturbation n'a été démontré. Ce que les études ont mis en lumière, c'est plutôt des effets bénéfiques de la pratique. Ainsi, l'auto-érotisme, c'est joliment écrit, permet de lutter contre le stress, de s'endormir, d'endormir les douleurs, de favoriser le sommeil. Eh oui. Sur le plan physiologique, il apprend aux hommes à mieux contrôler le réflexe éjaculatoire. Tandis que côté féminin, une stimulation précoce de la vulve permet une meilleure réceptivité sensorielle à l'âge adulte, en développant les tissus sanguins responsables du plaisir. Eh oui. Bénéfique sur le plan de la santé individuelle, la manusexualité, largement encouragée par les technologies de l'orgasme, pourrait-elle nuire au débat partagé en nous isolant, à la chair donc? Après tout, il existe de nombreuses raisons de vouloir rester l'épicentre de sa sexualité. Reconnaît le thérapeute. Se masturber seul, c'est s'offrir une jouissance, à l'abri du regard de l'autre, se délester du poids des normes sociétales aussi. Mais aussi se protéger des violences sexuelles. La masturbation n'est jamais tout à fait solitaire, dans la mesure où elle convoque des fantasmagories personnelles qui font intervenir des amours passés ou des amants potentiels. Je suis sûr qu'il y a plein d'images qui viennent de certains dans le chat là. En ce sens, l'auto-érotisme appelle à la rencontre sexuelle à deux, ou plus, ok d'accord, plutôt qu'elle ne lui barre la route. Voilà. Masturbation solo et sexualité partagée ne sont pas antagonistes, explique Amel, 44 ans.
Voilà, vous avez plein de gens qui disent que c'est formidable. Alors on finit avec Amel, justement. Amel, qui est une chapelière, donc qui fait des chapeaux. Voilà. Euh, voilà, et elle dit, bah, elle est très heureuse justement elle, de vivre ça. Elle dit très tôt, j'ai réalisé qu'il était hors de question d'attendre le prince charmant pour me délivrer l'orgasme. Maîtresse de ses plaisirs, Amel rapporte de ses masturbations une connaissance experte de son corps, mais aussi de nouvelles habitudes, consulter du porno en couple, faire intervenir des sextoys durant ses débats en s'appuyant sur les technologies connectées par smartphone, et pourquoi pas toutes les innovations technologiques à venir. Elle attend beaucoup de ce qui va arriver, en s'appuyant sur des technologies connectées par smartphone, car Amel rêve en grand. Imaginez, on va finir là-dessus, on va se finir là-dessus. Imaginez un casque, un peu comme les casques en alu que certains mettaient là pour se protéger des ondes. Là. Imaginez un casque qui déclencherait des orgasmes à la demande, en stimulant directement notre cerveau grâce à des mini décharges électriques. Bon, attention au réglage. Hein. Ou alors une combinaison tactile intégrale capable de décupler les sensations qu'apporte chaque caresse. Hein. On va tous finir électrocutés, dit Aurelio. Ça, ce serait du progrès, à savourer en solitaire comme à plusieurs. Voilà. Voilà les amis. Bon, globalement, que retenir de ça? Que ça n'est pas sale. Votre corps n'est pas sale. Que si vous vous paluchez, ou voilà, si vous vous auto-sexualisez, bah, si c'est sans excès, hein, si c'est sans excès, eh ben ça peut que vous faire du bien. Voilà. Et que ça amène plutôt à la sexualité partagée que ça. Oui, pas en public, oui, Alastair, oui. Oui, tu as raison, pas en public, bien sûr. Mm, voilà. Ça permet de connaître son corps et de se connaître. Alors ça, je suis pas sûr, ça. Ça débouche le nez? Pas sûr, ça. Bref, polissez-vous le menhir, dirait Rundil. C'est pas comme ça qu'on va réarmer. Mais si, Baguette Boy, parce qu'en fait, ça mène à la sexualité partagée. De toute façon, la sexualité, c'est pas pour enfanter, hein. Voilà. On est dans l'intime, je ne ferai pas de sondage, je ne poserai pas de questions sur le sujet. Tiens, quoi l'absurde nous dit que ça existe depuis la nuit des temps. En archéologie, il y a une catégorie qui s'appelle rituel de fertilité, dans laquelle on trouve des objets de forme phallique et datant de plusieurs siècles, voire millénaires. Ça existe de toujours. Bonjour Samuel, cette expérience de déclencher l'orgasme via un bouton qui électrise la partie du cerveau qui déclenche l'orgasme a déjà été tentée sur des souris qui sont mortes parce qu'elles ne faisaient que appuyer sur le bouton sans manger ni boire. Donc attention avec ce bouton hein, quand on vous le propose. Il y a un monde où vous arrêtez de boire. En pleine canicule, hein, le cocktail est explosif. Eh oui, n'oubliez pas de manger quand même. Salut Erich Godès. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. D'après un chiffre donné par Samuel Etienne dans la dernière vidéo de Mastu, c'est incroyable d'ailleurs, de Mastu, on estime que les hommes français se masturberaient en moyenne 150 fois par an. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez de ce chiffre. Exactement. Je crois que c'était par mois. Non, Ariad, c'est par an, c'est par an. C'est beaucoup quand même déjà, hein. C'est auto-déclaré? Oui, 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 oui. Je pense que c'est pas. Il n'y a pas des caméras chez les gars pour regarder. Non, par an, par an, par an. Tu connais bien le sujet, Sam. Bah, j'ai lu Le Monde, j'ai lu Le Monde, j'ai lu Le Monde, j'ai lu Le Monde.
Les amis, un grand merci. C'était un plaisir de vous avoir. Amis de Twitch, de YouTube, de podcast audio, je vous souhaite le plus beau des étés. Cette phrase est bizarre parce qu'on a l'impression que c'est la fin de la revue de presse pour cet été. Bah non, c'est tous les jours. C'est du lundi au vendredi, voire du lundi au samedi. Voilà, c'est en juillet, c'est en août, on n'arrête pas ici. Il y a de l'actu, donc on se retrouve demain matin. Quelle heure il est? Oh, je termine tôt aujourd'hui. 2h20. Oh bah dis donc. Ok. C'est fou ça. Bon bah du coup je vais aller jouer avec les enfants. Je vais aller voir Malo et son code. Voilà. Bon, en tout cas c'était un plaisir. Hop, gestion du sommaire. Toc. On se retrouve demain matin. À moins qu'un candidat à la présidentielle nous fasse une dinguerie et qu'on fasse une spéciale. Voilà. Hop. Qui est en live actuellement? Pardon. Alors. J'ai tellement envie de rejouer à Valo, moi, en ce moment. Alors. Ouais. Bah, les amis, c'est pas hier qu'on a eu un beau raid de Monody. Voilà, Monody qu'on a déjà raid plusieurs fois, hein, qui poursuit son périple à vélo au profit de la Ligue contre le cancer. Le mec est incroyable, son contenu est incroyable aussi. Voilà. On l'a raid plusieurs fois ces dernières semaines et je crois qu'il nous a raid hier ou avant-hier. Eh ben, raid retour, raid back, le Monody. Il est où? C'est magnifique là, on dirait. Nun. Il est à Pirna Nunstritz. Je veux dire, ça ressemble à l'Espagne, mais le nom là pas trop. Hein. Bah, vous lui demanderez où il est. Manifestement, il est à l'étranger. Hein. Allez, on retourne voir Monody. Monody. Et ses défis sportifs au profit de la lutte contre le cancer. Là, il est en train de rouler en vélo, je sais pas où encore. Il est en Allemagne? Ah oui, je me disais que ça sonnait pas tellement espagnol. Il est en Allemagne? Ok. Monody, c'est parti. Il arrive en Allemagne hier, mais ce mec n'arrête pas, il est incroyable. Eh ben, allons voir notre ami Monody. 67 000 € déjà collectés pour la lutte contre le cancer. Il est incroyable. Merci pour ce matin, c'était un plaisir. Plaisir. Non, par rapport au dernier sujet. Excellent. Bonne journée, bel été. À demain matin pour d'autres actus. Je vous embrasse fort. Merci pour ce mercredi matin, c'était topissime. Des bisous.